Bienvenue dans un nouvel entretien de la 90e. Et comme vous le savez, à la 90e, on ne s'arrête pas uniquement au terrain. Notre tout premier entretien, d'ailleurs, s'était concentré sur le suivi socio-éducatif des joueurs avec comme invité Jean-François Lanvin et Marjorie Gassner. Et vous allez le remarquer, on s'est fait tout beau aujourd'hui. Certains avec plus de réussite que d'autres. Et si aujourd'hui on s'est fait tout beau, c'est car aujourd'hui on va s'attarder sur la gouvernance du football belge. Et comme on aime faire les choses en grand, on s'est dit que tant qu'à faire, autant inviter un ancien président de l'Union belge. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Paul van den Bulck. Bonjour Monsieur Paul van den Bulck. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et juste pour vous situer d'un point de vue de l'Union belge, vous avez rejoint l'Union belge en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration en 2021, oui, avant d'en devenir le président de 2022 à 2023. Tout à fait. Donc ça, c'est pour resituer le contexte au sein de l'Union belge, mais bien sûr, vous faites bien plus que ça. Donc, si vous pouviez vous présenter auprès de nos auditeurs, mais qui êtes-vous ? Volontiers. Donc, je suis avocat au barreau de Bruxelles et de Paris, médiateur en France et en Belgique, administrateur certifié. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années essentiellement dans des universités françaises. En sport, mon premier contact avec le football a plus été professionnel que physique, j'ai envie de dire, puisque j'ai plaidé une série d'affaires contre des clubs de la Champions League, contre des joueurs. Je me suis occupé d'une médiation d'un footballeur de la Première Ligue. Je suis conseiller d'une fédération sportive belge en arbitrage, en révision de règlements, ce genre de choses. Et puis, j'ai écrit quelques articles scientifiques, notamment sur le fair play financier. Donc, c'est une approche qui est plus intellectuelle, en tout cas plus professionnelle, plus technique que sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis devenu administrateur indépendant. Voilà. Et justement, pour aider nos auditeurs à comprendre un peu comment est constituée la gouvernance d'une instance comme l'Union belge, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est constituée la présidence et les CEO de l'Union belge? Quelle est la différence? Parce que c'est la première chose qu'on se pose en lisant des articles sur le sujet. Et quand on n'a pas vraiment un background technique, oui. C'était la première question que moi je me posais en tout cas. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison, parce que d'ailleurs dans la presse, on parle souvent du président un tel alors qu'il est CEO, ou du CEO un tel alors qu'il est président. Donc effectivement. Alors je vais essayer d'être très schématique pour rester simple. L'Union belge est une ASBL, une association sans but lucratif, et elle est soumise à la loi sur les sociétés et les ASBL. Donc il n'y a pas de régime dérogatoire, c'est exactement la loi. Donc, même si on entend dire certaines choses que dans le football, c'est autrement, non, c'est pas autrement. La loi s'applique de la même manière pour tout le monde. Donc, le principe est que vous avez une assemblée générale, un conseil d'administration et un CIO, donc Chief Executive Officer, c'est le délégué à la gestion journalière. Et donc, la différence entre un CIO et son comité de direction et un conseil d'administration et son président, c'est que le conseil d'administration a 3 missions. La première, il y a 3 points qui le distinguent. Le premier point, c'est que c'est le conseil d'administration, que ce soit une ASBL ou une société d'ailleurs, qui pilote, qui approuve le plan stratégique. Donc, c'est de dire, moi, dans un an, je veux être à tel endroit. Par contre, c'est le comité de direction qui, sur base de cette orientation, devra prendre le chemin, la gestion journalière pour arriver à tel endroit. Dirigé par le CIO. Voilà. Dirigé par le CIO. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans la République française, vous avez le président qui a une vision à long terme et le Premier ministre qui gère au jour le jour et qui applique la politique qu'on lui a demandé d'appliquer. Et le délégué à la gestion journalière n'est pas seul, il a en général un comité de direction autour de lui, c'est-à-dire directeur financier, directeur juridique, etc., etc.
Alors, la deuxième tâche du conseil d'administration, c'est dans la mesure où le conseil d'administration donne une mission au comité de direction, il lui dit, bon, nous, dans 2 ans, on va arriver là. Maintenant, vous allez devoir expliquer, prendre le chemin et nous, on vous donne un mandat. Il y a un principe essentiel. Je vais prendre un exemple très simple. Si je vous donne 50 € pour aller chercher un pain, je vous donne un mandat pour aller chercher le pain. Vous allez revenir, vous allez me donner le pain et me rendre des comptes sur la différence de prix. C'est exactement la même chose. Donc, la deuxième tâche d'un conseil d'administration, c'est de surveiller la gestion journalière. Parce que c'est important, il faut approuver les comptes, il faut voir si la mission, si le plan a été respecté, etc., etc. Et la troisième particularité d'un conseil d'administration, c'est que c'est le conseil d'administration qui endosse toute la responsabilité civile et pénale si les choses tournent mal. C'est le conseil d'administration qui représente l'ASBL et qui endosse la responsabilité de l'ASBL. Alors, l'Assemblée générale, et c'est là que les choses se distinguent par rapport à entre une société et une association. Dans une société, l'Assemblée générale, ce sont les actionnaires. C'est leur argent. Donc, quand un conseil d'administration, donc le CIO rend des comptes au conseil d'administration et le conseil d'administration rend des comptes, mais de manière plus générale. C'est vraiment une vue d'hélicoptère à l'Assemblée générale. Dans une société, les actionnaires sont des vrais actionnaires. Donc, quand vous rentrez dans la salle, les actionnaires, c'est leur argent. Donc, ils vont vous poser des questions. Où est passé l'argent, l'allocation des ressources, etc. Eux, c'est pas le détail qui va les intéresser, mais ils veulent des comptes propres et surtout, finalement, un dividende en bout de course. Dans les ASBL, ça se passe pas comme ça. Les ASBL, comme c'est sans but lucratif, l'argent n'appartient pas aux membres. Donc, ce qui se passe dans une ASBL, si vous avez un conseil d'administration qui est faible, en fait, j'ai envie de dire, les membres d'une ASBL ne vont pas vraiment contrôler. C'est pas comme un actionnaire où c'est son argent. En fait, les membres d'une ASBL, ils sont plutôt dans la confiance. Ils vont dire, bon, c'est OK, voilà. Et donc, si vous avez un conseil d'administration qui est faible, tout est permis parce que le conseil d'administration sait qu'il n'a pas un contrôle aussi dur que dans une société où c'est l'argent d'un actionnaire et l'actionnaire, dans les ASBL, c'est des gens qui sont nommés, qui ont un mandat, voilà. Et dans le sport, il y a une boutade et elle vient pas de moi. On dit de temps en temps que ce qui intéresse un membre d'une fédération sportive, c'est le costume, c'est la place dans l'avion, c'est la place de parking, voilà. Donc c'est plus honorifique. Donc le contrôle est moins important, mais l'ASBL a quand même des pouvoirs. C'est elle qui nomme et révoque les administrateurs. Donc, si les administrateurs font des conneries, c'est eux, théoriquement, qui pourraient dire, vous, administrateurs, c'est dehors. Et c'est eux qui, finalement, aussi approuvent les comptes, mais ils approuvent en général les comptes qui sont présentés déjà par le conseil d'administration, qui ont été préparés par le CIO. Voilà. Et par rapport à cette question, je voulais juste rebondir. Donc, en effet, ça met bien le schéma en place pour que nos auditeurs comprennent comment est structurée l'Union belge. Mais je me rends compte que j'ai oublié aussi d'aider les auditeurs à comprendre qui est présent, puisque j'ai parlé de Christian et Nathan qui étaient bien habillés, sans les mentionner. Donc, si vous les entendez, c'est donc bien Christian et Nathan qui sont avec nous. Et maintenant, Christian, je te laisse donc... Merci Thibaut de penser à nous. Mais écoute, avec un peu de retard, ça m'arrive. Pas de souci. Du coup, donc, moi, j'aimerais savoir en fait qui sont plus ou moins les membres de l'AG et qui sont les membres du conseil d'administration. Et par la même occasion... Vu que vous dites que ces membres-là, le seul intérêt, c'est le pin, c'est le costume, c'est de savoir quelles sont leurs rémunérations, si on peut appeler ça une rémunération, et quels sont les avantages qu'ils peuvent avoir. En fait. Et si je peux rajouter à la question, d'où viennent-ils surtout en fait Qui est légitime pour devenir membre de ces... Alors, je caricaturais en disant les membres, c'est le pin, c'est le costume, c'est une caricature. Il y en a qui sont vraiment motivés, mais c'est pas la même chose être un membre qu'être un actionnaire. Quand vous êtes actionnaire, c'est votre argent et donc vous demandez réellement des comptes. Alors, je vais commencer par la dernière question. Qui sont-ils? Alors, l'Assemblée générale, en ce qui concerne l'Union belge, est constituée. Il y a 3 membres de la famille du football. Il y a les amateurs néerlandophones, les amateurs francophones.
donc Voetbal-Vlaanderen, la CFF, et puis il y a la Pro League. Donc en fait, les membres vont venir de ces 3 familles. Okay. Et ces 3 familles vont nommer des administrateurs qui viennent des mêmes familles. Donc on peut trouver quelqu'un de la CFF à l'Assemblée générale et au conseil d'administration. Alors, il y a des administrateurs qui sont particuliers et j'étais le premier administrateur avec Pascal Van Damme qui était particulier. C'est ce qu'on appelle les administrateurs indépendants. Pourquoi? Parce que les administrateurs, je vais prendre un administrateur qui vient du football amateur ou de la Pro League, a été nommé par l'Assemblée générale et en général est désigné par quelqu'un de sa famille, j'ai envie de dire. Et donc, il y a un principe quand vous êtes dans un conseil d'administration, c'est que vous devez toujours voir pas votre propre intérêt ou l'intérêt de votre famille. Vous devez voir, c'est ça la responsabilité d'un administrateur, c'est l'intérêt de la structure en général. Or, dans les administrateurs, quand vous représentez une famille, c'est un peu difficile de prendre de la distance par rapport à la famille. Et donc, de plus en plus, et c'est le cas aussi dans les sociétés, on nomme des administrateurs indépendants parce que les administrateurs indépendants sont là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est autant l'intérêt de la structure en tant que telle, mais ça peut être aussi l'intérêt de ce qu'on appelle, et particulièrement dans les ASBL, les associations sans but lucratif, c'est l'intérêt aussi de ce qu'on appelle les parties prenantes. Et les parties prenantes, j'ai envie de dire, ça peut être plein de choses dans la société. Ça peut être les affiliés. Nous n'avons pas comme but, quand vous êtes dans une ASBL, vous n'avez pas comme but, de rendre un dividende à un actionnaire. Vous avez un but non lucratif. Et le but non lucratif, ça peut être aussi de rendre vos affiliés, les joueurs, satisfaits. C'est satisfaire les sponsors. C'est les employés de base aussi. Il peut y avoir, c'est les volontaires. L'Union belge utilise énormément de bénévoles qui ne sont pas payés. Ils font partie aussi de l'intérêt général. Donc il y a cette famille particulière d'administrateurs qui sont les administrateurs indépendants et qui doivent toujours garder à l'esprit qu'ils ne servent pas à un groupe particulier, qui servent l'intérêt général. Et donc c'est l'intérêt général qui doit être leur guide et toutes leurs actions, toutes leurs décisions doivent être dictées normalement par l'intérêt général. J'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Pas du tout. Donc, je continue. Donc, je pense que vous avez répondu à la première question. Donc, l'AG sont des membres de 3 familles. Oui. Le CA également. Oui. Mais on rajoute à ça 2 membres indépendants. Tout à fait. OK. Mais du coup, qu'est-ce que ces personnes, donc qu'est-ce que le conseil d'administration, quelle est la rémunération du conseil d'administration? Okay. Est-ce qu'il y a des jetons de présence? Est-ce qu'il y a une rémunération? Comment ça se passe exactement? Dans le cas de l'Union belge, c'était ça aussi qui, moi, me posait problème. C'est que c'était pas vraiment connu au sein même du conseil d'administration qui gagnait quoi, qui gagnait combien. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Moi, en tout cas, quand je suis arrivé, ma rémunération a été discutée hors ma présence. Chaque fois qu'il s'agissait de discuter de ma rémunération tant comme administrateur indépendant, quand je suis rentré, en fait, le conseil d'administration et l'assemblée générale avaient déjà décidé de ma rémunération. J'avais un jeton de présence, je suis tout à fait transparent, de 1 000 € par réunion. Tous les mois, c'est ça? Alors, il y a 8 réunions par an et en fait, vous n'êtes pas vraiment payé pour la réunion. Vous êtes payé pour la réunion, mais il faut bien se rendre compte qu'une réunion, c'est pas la réunion. C'est tout le travail préparatoire de la réunion, l'analyse des comptes, etc. Vous rencontrez différentes personnes, vous posez des questions. Enfin, quand vous êtes administrateur indépendant, vous faites vraiment vos devoirs. Okay. Donc, que la réunion dure 1 journée ou 1 heure, en fait, ça n'a pas d'importance. Il faut voir la globalité du travail. Et quand je suis devenu président, ça a été exactement la même chose. Quand il a fallu décider de ma rémunération, j'ai simplement dit, je sors de la salle. J'étais administrateur, j'étais président. Et donc, moi, je ne voulais pas me prononcer sur ma rémunération, conflit d'intérêts. Je suis même pas resté dans la salle. Je suis sorti de la salle. Et quand la question a été ensuite soumise, puisque le conseil d'administration, c'est un vice-président
qui a présidé la réunion à ce moment-là. Et quand le conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale, je présidais la réunion, puisque j'étais président du conseil d'administration et je préside l'Assemblée générale. J'ai simplement dit à tout le monde, je vais faire semblant d'aller fumer une cigarette dehors et vous décidez pour moi. Et quand je reviens, ce que vous aurez décidé est bon pour moi. Il y a une différence de rémunération entre un conseiller au sein du conseil d'administration et le président. Alors, le président, moi, je n'ai rien décidé. Le président, il a été décidé que c'était 2 000 € par réunion. Moi, il m'aurait dit c'est 1 000 € ou c'est 3 000 €. Peu importe. Peu importe. Donc, le président touche 2 000 €, les autres membres touchent 1 000 € ou seulement les membres indépendants? Seulement les membres indépendants. Et les autres membres, du coup, qui sont les membres de la SFF ça a été un problème. C'est que à un certain moment, mais bon, là, j'avance dans le temps, il y a certaines choses, par exemple, on avait le droit au remboursement de ses frais. Quand j'étais administrateur indépendant, mais mes frais de voiture, je rentrais une liste d'épiciers avec le nombre de kilomètres que j'avais fait pour aller à tel endroit, visiter la CFF, visiter celui-là, aller à une réunion avec un mandataire politique ou autre, et je rentrais ma liste d'épiciers. Quand je suis devenu président, le directeur financier m'a dit, il y a une voiture qui est prévue, comme pour les membres du comité de direction et comme pour le coach, il y a une voiture qui est prévue pour le président et c'est pas la fédération qui paye cette voiture. En fait, c'est le sponsor. Il y a un contrat de sponsoring entre BMW et la fédération. Il y a un certain nombre de voitures qui sont allouées par le comité de direction, pas par le conseil d'administration. Ça fait partie de la gestion journalière. Le contrat, d'ailleurs, a été signé par le CIO et le directeur marketing. Et le but pour un sponsor, c'est évidemment qu'on fasse la publicité de la marque quand on est sur le parking à Tubize. Et donc, pour le président, il y avait une voiture. Et puis, il y a eu une discussion et là, je rentre déjà dans certains détails. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Peter Bossart a été remercié par l'ensemble du conseil d'administration, puisque c'est une décision collégiale, c'est pas ma décision, avant d'être remercié, on lui a demandé certaines explications qu'il n'a pas pu donner. Et il a porté des accusations, notamment contre moi, en disant « mais il a une voiture, personne n'est au courant, etc. » Et là, j'ai immédiatement demandé à ce que toutes les rémunérations de tous les administrateurs et tous les avantages me soient communiqués. Ça ne m'a pas été communiqué, ça a duré pendant plusieurs mois, et puis il y a des légendes qui ont commencé à circuler. Moi-même, j'ai demandé un audit, et je peux y revenir. Ok. Pardon. J'allais dire, juste avant qu'on passe donc à la suite de l'histoire que vous avez déjà un peu teasé, vu qu'on est au niveau de la structure, j'avais une question qui peut paraître bête, mais que beaucoup de personnes peuvent se poser, étant donné qu'on verra par la suite que ça a causé problème. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le président du CA puisse être le CEO, surtout pour une telle organisation, quand on voit les problèmes que ça cause? On est un peu un double poste. Légalement, ce n'est pas possible. Il y a eu une période où Laurine Paresse a déclaré qu'il était en même temps président du conseil d'administration, et en matière de gouvernance, c'est pas possible d'être à la fois le délégué à la gestion journalière et le président. C'est pas possible. Légalement, ça ne fonctionne pas, et d'un point de vue gouvernance, ça ne fonctionne pas non plus. Sinon, je veux dire, tout ça n'a plus aucun sens. Vous anéantissez les possibilités de contrôle. Pour revenir un peu dans l'aspect chronologique, donc on a bien compris que vous n'êtes pas arrivé au conseil d'administration de l'Union belge pour devenir riche. Mais non. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir membre du conseil d'administration? Comment êtes-vous arrivé jusqu'à l'Union belge? Alors, c'est tout à fait le hasard. Enfin, à part ce que je vous ai dit, c'est clair, j'avais un rapport professionnel par rapport juridique, par rapport au sport et au football en particulier. Mais j'étais approché tout simplement par un chasseur de tête qui m'a demandé si ça m'intéressait de rentrer dans la procédure de sélection, puisque l'Union belge cherchait des administrateurs indépendants. J'ai finalement répondu oui. J'étais pas tout à fait convaincu. Vous n'aviez jamais déclaré d'intérêt pour ce poste auparavant, quoi? Jamais déclaré, montré? Non. Comment le chasseur de tête, selon vous, comment est-il arrivé à votre profil? C'est assez simple. C'est pas de la vantardise, mais c'est pas la première fois non plus qu'un chasseur de tête me contacte pour une mission
et des fois pour aller dans un autre cabinet ou pour rentrer dans une société comme juriste ou directeur juridique ou voilà. Donc c'est quelque chose d'habituel. Les chasseurs de tête ont leur fiche, ils vous suivent, ils savent qui vous êtes sur le marché, etc. Enfin, c'est comme dans le football, hein. Il y a un mercato, donc les chasseurs de tête savent où aller puiser. Je veux dire, tout ça est public. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Piet van den Dries, qui est l'actuel CIO, il a aussi été sélectionné via un chasseur de tête. Okay. C'est quelque chose d'assez... Alors, dans le football, ça ne se faisait pas, ça c'est vrai. Dans le football, ça ne se faisait pas parce que le football, c'était plutôt je te connais, tu me connais, etc. Donc, cet aspect de professionnalisation n'existait pas. Mais ce sera de plus en plus le cas, je pense, pour ce genre de poste. Et puis l'Union belge est experte. Hein. Il paraît qu'ils ont cherché le sélectionneur via LinkedIn. Donc, ouais. Il paraît. Donc, en soi, j'avais vu ça. Ça ne change pas de ce qui se fait là-bas. Non, mais tu vois, mais le sélectionneur, ça reste quand même dans une base footballistique. Et quand on regarde vos prédécesseurs, c'est tous des gens qui, en tout cas jusqu'à Modji Bayat, étaient des personnes qui étaient dans le foot. Qui étaient dans le foot. Mais c'est ça aussi qui posait des problèmes. Parce qu'ils avaient des intérêts particuliers. Et des intérêts aussi, par exemple, vous avez cité Modji Bayat, on est en plein footballgate, vous imaginez ce que ça peut donner à un président qui est inquiété dans une procédure judiciaire, etc. Mais même sans ça, je veux dire, il est président de club aussi, il est dans la Pro League. Est-ce que quand vous rentrez dans la salle du conseil d'administration, vous pouvez dire, écoutez, moi, j'oublie ma casquette de Charleroi, j'oublie ma casquette de la Pro League, et ici, je suis pour l'intérêt général. C'est compliqué intellectuellement. Ouais, donc techniquement, ils cherchaient en fait une personne qui ne faisait pas partie du foot, qui pouvait être entre guillemets neutre. Tout à fait. Et il n'y avait pas autre chose ? C'est-à-dire ? Je sais pas, vous avez peut-être un profil particulier aussi ? Ah oui, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai été engagé. J'étais la caution intégrité, je pense, et c'était ça qui était recherché. Ils vous l'ont dit clairement, vous l'avez compris par la suite. Mais ça, c'était assez clair. Le football, on sortait des scandales FIFA, on était dans le scandale du Footballgate. C'est clair que la fédération avait besoin de montrer une image d'intégrité. Donc, il fallait prendre des gens qui avaient un profil bonne gestion, bonne gouvernance, enfin ce qu'on appelle la compliance, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'étais la caution aussi anti-racisme. C'est pas un secret, enfin tout le monde le sait, le football est quand même gangrené par le racisme, et pas qu'en Belgique, hein, je ne vise pas spécialement la Belgique. Moi, ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu Vinicius en larmes. Enfin voilà, c'est une réalité, il faut être très clair. Et donc ça, c'était les deux, j'ai envie de dire, boule de Noël, si on peut dire, en plus qui intéressait la fédération. Il y a une question on doit essayer de résoudre certains problèmes. Voilà. Okay. Avant que je vous coupe, vous disiez que vous n'aviez pas au début, vous n'étiez pas des plus, des plus excités par le job? Alors, pour m'exprimer plus clairement, je trouvais ça intéressant, mais j'étais pas totalement convaincu d'y aller parce que voilà, c'est quand même un milieu particulier. Y a plein de gens aussi qui vous disent n'y va pas parce que c'est vraiment Enfin, soyons clairs, entre nous, quand vous parlez de l'Union belge, il y a des expressions qui reviennent très souvent, c'est panier de crabe, je parle d'expressions, je dis pas que c'est la réalité, mais vous les connaissez comme moi. Mais c'est intéressant, vous qui de base n'étiez pas dans le milieu du foot, et c'est vraiment drôle ce que vous dites, parce qu'à chaque fois que je parle avec des proches qui ne connaissent rien en foot, ils ont toujours cette vision du c'est mal géré, c'est pas propre, etc. Donc, vous, en tant que non-connaisseur, même si vous avez eu l'occasion quand même d'aller en justice pour des questions d'ordre commercial, dès le début, dès que vous entrez en fait en fonction, ou du moins dès que vous avez l'offre, vous vous dites j'arrive dans un milieu vraiment compliqué. Vous le savez donc. Alors, pas tout à fait, parce que justement, le scandale FIFA est passé par là, le Footballgate est passé par là. Donc, en examinant le dossier, je me dis,
l'Union belge est occupée à prendre un bon chemin. Okay. Et donc, c'est ce que je me suis dit. Je vais parler de manière très schématique et n'attacher pas trop d'importance au pourcentage, mais je me suis dit 80% a été nettoyé. Il y a 60 personnes, et pas des moindres, qui sont renvoyées devant la cour d'appel d'Anvers. Et quand je dis pas des moindres, c'est vraiment pas des moindres. Donc, il reste 20% à peut-être nettoyer. Et je trouve que l'intérêt, et comme je suis quelqu'un d'optimiste et que j'aime bien mon travail, je veux dire, s'il n'y a pas de travail parce que tout est bien réglé, il n'y a pas de challenge non plus. Donc, c'est toujours la même chose. Ouais. Comme et à 1000 balles le jeton, c'est pas intéressant. Voilà. Je veux dire, c'est comme une compétition sportive, c'est le défi aussi qui peut être intéressant. Ouais. Donc moi, ça m'intéressait. Je me disais, la situation s'améliore, il va falloir encore donner un coup et la maison sera tout à fait droite. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Je ne cherchais pas quelque chose de parfait non plus. Je suis pas... Je vis dans un monde réel. Je sais aussi ce que c'est dans d'autres sociétés, mais voilà. Par rapport à ça, par ailleurs, qu'est-ce qu'on vous vend en fait? On vous vend quoi? Est-ce que, étant donné que vous ne venez pas du monde du foot, vous pensez qu'on vous laisse les mêmes pouvoirs qu'on laissait par exemple à un Modji Bayat? Mehdi Bayat. Mehdi Bayat, pardon. Ouais. J'ai dit 2 fois Modji. Ouais, là tantôt aussi, mais du coup c'est bien, on rectifie, on parle bien de Mehdi Bayat. Oui, effectivement, c'est Mehdi Bayat. Et moi-même, j'ai parlé de Modji Bayat aussi. Mais c'est Mehdi Bayat qui était président. Les mêmes pouvoirs sur papier, oui, puisque je suis juriste, je sais ce qui est prévu dans le Code des sociétés, notamment une obligation pour le conseil d'administration, pas simplement pour le président, pour tous les administrateurs, et ils engagent leur responsabilité de surveiller un comité de direction. Donc pour moi, le droit s'applique à tout le monde. Donc voilà, j'ai pas de raison de penser que les pouvoirs sont différents. Ce sont les pouvoirs tels qu'établis par la loi, tels qu'établis, parce que c'est un document public, par les statuts de l'Union belge, qui dit clairement que le CIO s'occupe de gestion journalière et qu'il doit accepter la surveillance du conseil d'administration, et par le règlement d'ordre intérieur, qui est aussi un document public de la fédération, et qui donne, par ailleurs, de manière très claire, certains pouvoirs aux délégués à la gestion journalière, et certains pouvoirs au président. Les relations avec l'UEFA, c'est écrit noir sur blanc, les relations avec la FIFA, les relations avec les autres fédérations sportives et les relations avec le monde politique. Toujours parce que vous êtes président, et je vais reprendre une analogie simple, c'est la même chose qu'un président de la République, mais on n'a pas les mêmes pouvoirs, mais vous comprenez, et un Premier ministre, un président de la République, il a des réunions régulières avec ses ministres pour être informé. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait le boulot au jour le jour, mais il s'informe, et c'est la même chose. Dans vos relations avec la FIFA, l'UEFA, vous êtes nourri par votre comité de direction qui vous prépare les dossiers, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Mais la réalité a été autre. Peut-être petite précision, je pense, pour nos éditeurs. Vous rentrez d'abord dans le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. C'est ça? Tout à fait. Et donc, est-ce que vous rentrez en même temps que Pascal Van Damme? Et vous êtes les deux administrateurs membres indépendants. Mais là, on a des pouvoirs d'administrateurs, et les pouvoirs d'administrateurs sont très clairs. C'est un devoir, c'est pas simplement un droit, c'est une obligation de contrôle. Donc, vous ne rentrez jamais dans la gestion journalière, mais vous devez poser plein de questions, parce que quand on vous soumet les comptes, vous devez savoir ce que ça représente, combien le comité de direction est payé, enfin voilà, parce que ces comptes-là, vous allez après vous devoir les présenter à l'Assemblée générale. Donc ça doit être cohérent, on peut pas avoir des trous dans la raquette. Et justement, c'est à quel moment parce que vous rentrez en tant qu'administrateur indépendant, et c'est à quel moment que vous vous rendez compte que vous vous trouvez dans une situation, on va dire, inconfortable. Un petit peu inconfortable. Parce que vous mentionnez avoir été attiré par le défi, je pense que vous avez été servi, non? J'ai été servi. Alors, ce qui s'est passé, quand vous êtes administrateur indépendant, vous rentrez, moi je travaille en confiance, donc il y a eu, c'est vrai, il y a eu une lune de miel, comme on dit, entre moi et le comité de direction, parce qu'effectivement, je représentais l'intégrité, j'étais une caution antiracisme, etc. Mais tant que vous ne rentrez pas dans le dur des dossiers, tout se passe bien.
je suis à la fin de ma première année d'administrateur indépendant et c'est pour ça que c'est très particulier parce que les deux événements se chevauchent. Je termine mon mandat d'administrateur indépendant et il y a un plébiscite pour que je devienne président. Mais en même temps, je me rends compte aussi, parce que c'est à l'Assemblée générale de 2022 de juin, mais qu'il faut approuver les comptes, qu'avant ça, il faut faire une évaluation du CIO, puisque sur base de cette évaluation, non seulement il reçoit son salaire, mais peut-être un bonus. Je me rends compte qu'il y a une série d'informations qui nous manquent, que quand on pose des questions, on n'a pas toujours les bonnes réponses, etc. Et donc, moi, les deux se chevauchent dès l'instant où je suis élu président. Et ça, c'était normalement, je veux dire, celui qui aurait dû faire ce boulot, c'était le président qui était juste avant moi. Ouais. C'était à lui à animer ce conseil d'administration. Mais le conseil d'administration n'était pas très animé. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi, mais vous en rendez compte graduellement, en fait, que le conseil d'administration est ce qu'on appelle une chambre d'entérinement. C'est-à-dire que le délégué à la gestion journalière propose certaines choses et tous les administrateurs disent oui sans poser de questions. Moi, je m'en posais en tout cas. Et donc, quand je suis devenu président, une des premières choses que j'ai faites, c'est de prendre mes responsabilités de président. Donc, j'ai demandé à tous les administrateurs, il est où le contrat du CIO? Personne ne l'avait, personne ne pouvait me dire combien il gagnait, etc. Mais tout le monde était d'accord qu'il fallait faire une évaluation et qu'il fallait avoir son contrat. Donc, c'était juste une procédure normale. Vous n'aviez pas entendu de bruit par rapport à certaines, comment puis-je dire, certains problèmes vis-à-vis de ce contrat-là, des montants. Et c'est pas une question qui est venue plus tôt aussi, oui, voilà. Quand vous étiez déjà administrateur indépendant sans être forcément président? Tout le monde se rendait bien compte, comme je vous l'ai dit, que c'était une chambre d'entérinement, qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les administrateurs. Mais vous êtes, quand vous rentrez dans ce genre de conseil d'administration, vous avez vraiment... C'est important aussi de cette phase d'observation, c'est de voir comment ça fonctionne. Donc moi, j'étais dans ma phase d'observation et je voyais comment ça fonctionnait et je voyais bien que sur certaines choses, le CIO bottait en touche. Il y avait certaines questions qui restaient un peu sans réponse. Il y a une durée normalement au mandat ou c'est à durée indéterminée? Alors, mon mandat d'administrateur indépendant était de 2 ans. Le mandat de président est normalement de 4 ans. Mmh. Et pour des raisons politiques, comme c'était la première fois qu'il y avait un président indépendant, il a été décidé qu'il serait de 2 ans renouvelable. OK. Et vous parliez de phase d'observation. Est-ce que vous auriez posé les mêmes questions sans être devenu président du conseil d'administration? Alors, il y a la dynamique humaine aussi. Quand vous avez un président, moi, je n'étais pas président, il y avait un président, il est président. Vous n'allez pas non plus... je veux dire, il y a une question, vous regardez comment ça fonctionne. Je veux dire, c'est lui qui anime le conseil d'administration, c'est lui qui anime les débats, c'est lui qui donne la parole aux différents administrateurs. Et ce que je me rendais compte, c'est que ce président, et je l'ai dit dans différentes interviews, c'est ça aussi le problème du football, ce président ça n'a rien de dénigrant ce que je vais dire, mais il a fait toute sa carrière dans le football amateur. Il est assistant social, il a fait une carrière d'assistant social dans le football et je ne dénigre absolument pas la profession, c'est pas ça. Mais il n'avait pas la carrure ni la configuration mentale pour donner la parole aux différents administrateurs. Mmh. Donc, voilà, il écoutait ce que le CIO disait, il passait au point suivant. Donc voilà. Et vous parlez d'un plébiscite pour vous nommer président du conseil d'administration. Quelles étaient leurs raisons pour vous pousser, vous, vers la présidence? Je pense que la caution intégrité, même si c'était une chambre d'entérinement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, je ne peux pas rentrer dans les détails d'un conseil d'administration. Les débats sont confidentiels, mais c'est clair que même si on avait un délégué à la gestion journalière assez assertif, j'ai posé les questions qui étaient pertinentes. J'ai demandé à avoir certains documents. On n'en était pas encore au contrat de Peter Bossart. Moi, je présumais qu'au moins notre président l'avait. Mais voilà, j'ai avancé sur certaines questions. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais qui ont servi aussi les administrateurs parce que
il y avait des documents qu'il n'avait pas. Je ne peux pas vous dire lesquels. Mais donc vous, en fait, si je comprends bien, c'est que vous arrivez, vous posez les questions et les autres administrateurs se disent « Ah tiens, il y a quelqu'un ici qui a un peu de cran, qui a l'air plutôt, qui pose des questions intéressantes. » Et ils disent « Ah finalement, c'est vous qui allez aller au centre du projet, quoi. Enfin, c'est vous qui allez devenir président. » En quelque sorte, je caricature. Oui, en fait, il y avait une conjonction. Assez paradoxalement, le délégué à la gestion journalière, Peter Bossart, a aussi poussé les autres administrateurs. Malgré vos questions? Oui, mais à ce stade-là, c'était des questions. Enfin, voilà, je n'étais pas... il n'était pas encore sur son contrat. Ouais. Voilà, je n'étais pas encore arrivé à lui demander son contrat. Mais par ailleurs, je présumais qu'on l'avait et que ça, c'était une question qui se discutait et qu'à un certain moment, notre président allait sortir du bois, allait dire, c'est la réunion d'évaluation, voilà le contrat, etc. Mais ce n'est pas venu. Donc, quand j'ai été élu président, je me suis rendu compte que il y avait un trou dans la raquette et que je devais aller plus loin, voilà. Mais vous prenez, en fait, ce qui est particulier dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance ou la gestion, c'est que je veux dire, vous êtes là aussi parce que les choses ne sont pas parfaites. Après, c'est une question de magnitude. Donc, quand vous rentrez, vous vous dites, ça manque, etc. Moi, j'en veux pas forcément à celui qui m'a précédé. Je me dis juste, il va falloir combler ceci. On ne se rend pas compte de l'ampleur, en fait. On se dit juste, oui, là, il a peut-être... Mais voilà, je vais pas non plus le clouer au pilori sur la place publique dès que je deviens président. Ça manque d'élégance aussi. Je comprends. Et donc, cette recherche de contrat est le premier gros défi en tant que président et il mènera au final Alors, effectivement, au départ du CEO. Je me rends compte en interrogeant tous les administrateurs qui me disent tous qu'ils n'ont pas vu son contrat et qu'il faut une évaluation. Donc, je finis par demander une évaluation, par dire à mon CEO, il faudra faire une évaluation. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est la reddition des comptes. Et par ailleurs, j'ai besoin du contrat parce que pour faire une évaluation, il y a une clause en général de bonus et le bonus est conditionné à certains critères. Il faut voir si les critères sont réunis. Première chose. Mais deuxième chose, vous devez approuver des comptes aussi. Donc, vous pouvez pas, le bonus, il peut pas, c'est pas comme dans la religion catholique où vous avez quelque chose qui naît et on ne sait pas pourquoi ça naît et d'où ça vient. C'est pas de la génération spontanée. Donc, il faut que quelqu'un décide sur ce bonus, qu'il soit inscrit dans les comptes et qu'on considère que c'est légitime. Donc, la première réponse a été non, mais là, je ne révèle rien. Il y a eu un refus de sa part. Il a invoqué certains arguments qui étaient totalement irrelevants, puisque... De la part de Peter Bossart. Oui. Monsieur Bossart, si je comprends bien, refuse de vous donner son contrat. Donc, quand je dis vous, c'est vous le conseil d'administration. Moi, président. Mais pas au conseil. Mais parce que moi, j'ai des réunions régulières avec lui et donc, mon but est d'amener ce contrat au conseil d'administration. Donc, le président, c'est le chef d'orchestre du conseil d'administration. Donc, il a un devoir particulier. C'est ce qu'on appelle le primus inter pares. Il est le premier dans la file. Donc, quand il faut faire quelque chose, c'est le président qui doit le faire. Après, il anime, puisque c'est lui le chef d'orchestre. Après, il anime le conseil d'administration, il invite les administrateurs à se prononcer sur telle ou telle question. Moi, c'est mon rôle comme administrateur indépendant, c'est pas de dire « j'ai décidé ceci, on va faire cela ». Non, c'est d'avoir un vrai débat. J'anime le débat au conseil d'administration, je dis voilà, ça c'est le contrat, on fait une évaluation, on demande au CEO de sortir de la salle, et puis les administrateurs disent leur avis, et c'est ça le boulot d'un président. C'est pas d'imposer sa vue, mais c'est de générer le débat. Et quels sont ses arguments pour refuser de donner ce contrat? Est-ce que vous pensez que tout simplement, il connaissait pas les règles? Est-ce que vous pensez qu'il était de bonne foi quand il vous refuse tout ça? Je vais jamais penser à la place des autres. Tout ce que je peux dire, c'est que le refus était totalement irrégulier et illégal. Je sais pas ce qu'il a imaginé. S'il a pensé que moi j'étais tellement honoré d'être président que j'allais être un pot de fleurs qu'on met sur l'appui de fenêtre, c'était pas mon cas. Moi, si j'accepte une fonction, je l'exerce.
c'est pas pour être un pot de fleurs. Donc, je pense qu'il a fait ce calcul. Je peux pas vous le dire avec certitude, mais je pense que c'était ça son calcul. Il est content d'être président et voilà, il ira boire le champagne. Mais je suis pas là pour ça. Enfin, j'ai pas de temps à perdre dans la vie pour ce genre de choses. Donc, il a invoqué le respect de sa vie privée, etc. Et puis, finalement, sous l'insistance, il a fini par me l'envoyer à mon adresse d'avocat, mon adresse email d'avocat, pensant que je serais tenu par le secret professionnel d'avocat et que je ne pourrais pas le transmettre aux administrateurs, ce qui est totalement faux, puisqu'il n'est pas mon client. Donc, je ne suis pas tenu au secret professionnel. Je ne peux pas le transmettre au grand public, parce que ça n'intéresse pas le grand public, mais je dois le transmettre au conseil d'administration. Mais même si ça n'intéresse pas le grand public. Oui, parce que on est d'accord, c'est une ASBL, donc vous, en tant que membre du conseil d'administration, on peut connaître donc vos jetons, mais le CEO aussi, non? Ça pourrait être le cas, non? Oui, il y a pas de secret. Les chiffres sont dans la presse. Il avait un fixe de 500 000 que je trouve assez élevé pour une association sans but lucratif de 250 employés. C'est d'autant plus intéressant qu'à cette période, on parle souvent du manque d'argent dans les caisses de la fédération. Mais donc, le principe, le salaire peut être connu du grand public. C'est son contrat, le document que je n'aurais pas pu bien sûr, donner à la presse comme ça. Mais le conseil d'administration, et tout est fondé aussi sur un raisonnement juridique très logique. À partir du moment où un conseil d'administration fait bien son boulot, c'est pas nécessaire forcément de le transmettre au public. Le public n'est pas là, c'est pas lui l'assemblée générale, c'est pas lui le conseil d'administration, c'est nous qui devons faire notre boulot et prendre notre responsabilité. Évidemment, si un conseil d'administration ne fait pas son boulot, là on arrive à d'autres dérives. Mais voilà, donc moi, ce contrat, je devais pouvoir le transmettre au conseil d'administration, ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte lorsque j'ai reçu ce contrat qu'il y avait 2 administrateurs qui étaient dans mon conseil avec moi. Est-ce qu'on peut donner les noms? Parce qu'on les a. Oui. Si tu les as. C'est l'ancien président du CA, donc Robert Huygens, et monsieur Michel Verschuren. Tout à fait. Et ma question, c'est, il paraît qu'ils auraient signé un avenant. Michael Verschuren. Ouais. Michel, hein. Michael, ah oui, Michel, c'est le le père, ouais. Pardon. Ils ont signé un avenant avec donc Peter Bossart. Oui. Sans l'aval de l'ensemble des membres du CA, c'est ça? Tout à fait. Mais comment c'est possible, ça? Mais c'est pas possible. Ça l'a été, du coup. Mais non, légalement, ce n'est pas possible. Okay. C'est une irrégularité. Donc, physiquement, ils ont pu le faire, mais c'est une irrégularité totale. Et en plus, on s'est rendu compte, parce que moi, j'ai demandé un audit quand j'ai reçu ce contrat et cet avenant, et on s'est rendu compte aussi, le conseil d'administration, et c'est pas un secret, ça a été révélé par la presse, que non seulement Robert Huygens, et c'est là que je dis, il faut faire attention, quand vous n'êtes pas équipé mentalement, comme je vous l'ai dit, il était assistant, il connaissait peut-être pas les règles, ou il les connaissait, mais il les a, je vais pas me prononcer là-dessus, mais non seulement ils l'ont signé, mais ils l'ont signé sur recommandation de 2 proches collaborateurs de Peter Bossart, donc le directeur financier et la directrice juridique. Comment expliquer que des membres du comité de direction poussent pour que leur CEO ait un nouveau contrat, une augmentation, soit indexé? Et acceptent aussi. Que 2 c'est ça la plus grande folie, en fait, c'est que les membres du conseil d'administration acceptent ça. Alors, c'est ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Dans les conseils, dans les sociétés, vous avez des types de dysfonctionnement. Vous avez, par exemple, un dysfonctionnement qui est le fait, par exemple, qu'un président du conseil d'administration et un CEO s'entendent comme larron en foire. Ça veut dire qu'en fait, il y en a un qui contrôle pas l'autre. Et là, je peux vous dire, le conseil d'administration est paralysé parce qu'en fait, ils s'arrangent entre eux. Un autre dysfonctionnement est ce qui s'est passé ici, c'est quand vous avez des personnes du côté du contrôlé, qui font partie du comité de direction, qui passent un accord avec des personnes du côté du contrôleur, et où même le président n'est pas au courant de cet accord, mais le reste du conseil d'administration non plus. Donc, c'est un réel dysfonctionnement. Et donc, il y a un audit qui a été fait, qui s'est prononcé sur ce réel dysfonctionnement. Moi, j'ai convoqué un conseil d'administration pour que tous les administrateurs, parce que la particularité d'un conseil d'administration,
c'est que c'est une responsabilité collégiale. Donc, ceux qui ont fait une faute engagent la responsabilité de tous les autres, puisqu'il y a peut-être un manque de contrôle de la part des autres, puisque ça a pu se produire. Donc, moi, j'ai dit, vous devez vous prononcer. Moi, je ne favorise pas les uns par rapport aux autres. J'ai besoin d'avoir des explications. Il y a un rapport d'audit qui a été remis et Peter Bossart était convoqué à ce conseil d'administration parce que je respecte les droits de la défense. Si vous avez des explications, Peter Bossart a donné, c'est maintenant qu'il faut les donner. Il n'a donné aucune explication et en fait, ce que j'ai eu, c'est des attaques personnelles contre moi. Mais si je peux me permettre, oui. Monsieur Bossart, dans sa situation, lui, il signe un avenant, enfin, il signe, du moins deux membres du conseil d'administration signent un avenant. En quoi lui, il est en tort? Lui, il bénéficie juste. Non, il l'a signé aussi. Et il n'a pas le droit. Donc, lui le signe, ouais. Il signe son propre avenant. Il y a 2 de ses employés proches qui demandent à 2 membres du conseil d'administration de contre-signer l'avenant. Ouais. Donc, lui le signe, il est parti à la convention. Bien sûr, oui, mais en quoi lui est fautif à partir du... Enfin, moi, les fautifs que je vois dans la situation, c'est les 2 membres du conseil d'administration qui ont validé ça. Non, il est fautif parce qu'il est délégué à la gestion journalière, il est invité à tous les conseils d'administration, donc il sait que cet avenant n'a jamais été soumis au conseil d'administration, il sait que je ne l'ai pas. Non, petite question, est-ce que vous êtes sûr qu'il le sait? Parce que lui peut dire, je l'ai donné aux 2 membres du conseil d'administration, c'était à eux de se débrouiller avec les autres membres du conseil d'administration, donc... Ou alors, je vais très loin. Il y a une procédure spécifique. C'est une bonne question. Déjà, le simple fait qu'il ne veuille pas me donner son contrat montre qu'il sait que je ne l'ai pas. Vis-à-vis de vous, je vois, mais je veux dire, d'un point de vue de la loi, est-ce qu'il peut pas se mettre dans une position? Alors, il y a 2 avis qui ont été rendus. C'est un peu technique, mais il y a 2 avis qui ont été rendus. La place qu'il a, donc c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi objective. La place qu'il a et le fait qu'il était invité à toutes les réunions du conseil d'administration, et par ailleurs qu'il savait qu'en tant que président, je ne l'ai pas et qu'il sait que d'autres ne l'ont pas, il est de mauvaise foi. Il y a un 2e audit. Donc, quand j'ai convoqué ce conseil d'administration, le droit de la défense était permis et la directrice juridique a demandé un second audit, sans nous en parler, au conseil d'administration, en espérant que cet audit serait différent. Donc, à un autre cabinet d'avocats internationalement reconnu, et l'autre cabinet d'avocats est arrivé exactement à la même conclusion. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une fuite dans la presse disant le 2e audit dit quelque chose de différent du premier audit. Ben oui, il n'a pas été écrit de la même manière, mais le résultat est le même. Quoi. Le résultat est le même. C'est pas les mêmes titres dans la vie, mais c'est exactement la même chose. Donc. Ok. Merci. Donc avec l'audit, on se rend compte en fait effectivement que Peter Bossart n'avait pas été totalement honnête, quoi. Et surtout, il n'a pas donné d'explication. Et les 2 qui ont signé, parce que c'est ça aussi qui est très particulier, les 2 qui ont signé l'avenant et ça a été dit, ça a été révélé sans jamais voir le contrat principal non plus. Attendez, donc, ils ont signé les yeux fermés, quoi. Ils ont signé les yeux fermés parce que vous avez une directrice juridique et un directeur financier qui leur a dit « Vous pouvez signer, il n'y a aucun problème ». Donc, c'est le problème, c'est le dysfonctionnement total. Vous avez un contrôlé qui donne des instructions à un contrôleur ou un accord entre un contrôleur et un contrôlé. Enfin, certaines personnes du contrôleur et du contrôlé en boycottant tout à fait le conseil d'administration. Donc, et son président. Parce que ça a été signé juste avant que je devienne président. Les dates aussi ne sont pas totalement innocentes. Et comment les autres membres du CA réagissent à ce plan A3 en quelque sorte de la part des 2. Pardon. Pour ajouter un point, donc du coup, Peter Bossart est viré suite à ça, mais les 2 membres du conseil d'administration restent. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez l'ensemble, c'est pas moi qui ai décidé de mettre Peter Bossart dehors, l'ensemble du conseil d'administration qui considère que Peter Bossart a fait une faute grave et qu'il doit être remercié sur le champ. Y compris les 2 personnes qui ont signé. Je peux pas vous dire comment s'est faite la délibération parce que ça, c'est le devoir de discrétion d'un administrateur. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans les débats, mais la décision finale a été de dire il doit partir immédiatement. Donc, il a été remercié immédiatement. Je peux pas vous donner le détail parce qu'il y a une décision, je peux vous parler du résultat.
Mais la décision, elle a été prise par le conseil d'administration. C'est des décisions qui se prennent. Mais donc, si on sait qui aura voté en dernier. Si vous pouvez juste, on sait qui aura voté en dernier pour prendre la décision, quoi. Mais donc, si vous pouvez juste parler du résultat, est-ce que le chef financier a été aussi mis sous un tel vote? Alors, le directeur financier, puisqu'on s'est rendu compte que le directeur financier et la directrice juridique avaient participé à l'opération, ce que le conseil d'administration a décidé, c'est de faire une enquête. Donc, il y avait un audit qui était prévu, notamment sur les flux financiers. Il faut savoir que le directeur, ces gens-là reçoivent leur bonus de Peter Bossart aussi. Donc, c'est eux qui font en sorte qu'ils reçoivent un bonus, mais en même temps, c'est eux qui reçoivent un bonus. Donc, tout le monde était d'accord, il faut un audit pour savoir, je veux dire, ça s'est peut-être pas arrêté à Peter Bossart. Il faut savoir s'il n'y a pas de l'évaporation d'argent. Voilà. Enfin, il faut être très réaliste aussi. Enfin, on sort du Footballgate, tout est possible, je veux dire. Enfin, on manquerait à son obligation de bonne gestion de ne pas vérifier ça. Donc, du côté des employés, de ces deux employés, on décide de mener une enquête. Je précise que je ne mène pas cette enquête moi-même. C'est des choses qui ont aussi été dites dans la presse. Effectivement, ça a circulé. Qui avait un harcèlement de ma part. Je n'ai jamais interrogé ces deux employés et c'est deux personnes du conseil d'administration qui ont été mandatées pour mener les enquêtes. On peut savoir qui c'est ou pas? Je préfère pas donner des noms, mais ces deux personnes ont été mandatées pour, évidemment pas, ce que je peux vous dire, c'est évidemment que c'est pas ceux qui ont signé l'avenant, puisque ça allait être ma prochaine question. Pendant un petit temps. Eux étaient sur la sellette aussi. Donc, et c'était des administrateurs indépendants qui ont fait... Je vais rien vous dire. Très bonne question, Thibaut. Bien essayé. Je vais rien vous dire, mais il y a deux membres du conseil d'administration qui ont fait ces enquêtes et il y a même eu des mouvements d'humeur de la part du comité de direction en disant ça ne va pas, c'est du harcèlement, etc. Ce n'est pas moi. Donc en fait, se faire contrôler dans leur travail, ça devient harcèlement, voilà. Si vous dites. Okay. Mais c'est pas moi qui ai fait ces audits. Donc il ne peut pas y avoir de harcèlement de mon chef. Okay. Parce que il y a une lettre signée par toute l'entièreté du comité de direction. J'y viendrai. Ça, c'est... Okay. Et le harcèlement, c'est un comportement répété et qui est malvenu. Ici, c'est un contrôle du conseil d'administration via deux personnes qui sont déléguées pour faire ce boulot. Donc, il y a eu des interviews, etc. Ces interviews ont été communiquées au cabinet d'avocats de la fédération, etc. Tout ça, c'est fait de manière professionnelle. Mais ce n'est pas moi qui ai mené ces interviews. Et quel est le résultat de cet audit vis-à-vis de... Alors, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais... en gros, il y a deux possibilités. Soit de vous considérer qu'ils ont fait une faute grave, soit de vous considérer qu'ils ont fait une faute. Et c'est des cas un peu difficiles parce que vous imaginez bien, ces deux personnes sont aussi sous les ordres de Peter Bossart, reçoivent un bonus de Peter Bossart. Est-ce que c'est une faute grave de leur part ou est-ce que c'est une injonction qu'ils ont reçue en sachant que leur bonus en dépendait? Donc, les faits ne sont pas toujours très clairs. Donc, on a continué nos investigations. Il n'y a pas eu de décision immédiate qui a été prise les concernant, mais c'est clair qu'eux se rendaient bien compte qu'ils étaient sur une place peut-être qui n'était pas tout à fait confortable, qu'il y avait un audit qui allait être diligenté pour les flux financiers, etc. Ça, c'est du côté des employés. Donc, du côté des contrôlés qui ont donné instruction, j'ai envie de dire, aux deux administrateurs de signer un avenant sans jamais regarder le contrat principal par ailleurs. Du côté des administrateurs, le régime est différent. Les administrateurs ne sont pas mes employés ni les employés du conseil d'administration. Ce sont des administrateurs. Donc, le seul organe qui peut... Donc, ils peuvent soit démissionner demain, parce que ça, un administrateur peut toujours le faire, un président aussi, et moi, j'ai fini par le faire, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous pouvez toujours prendre, c'est une décision que vous prenez en âme et conscience, de démissionner parce que vous avez commis une faute, ou pour d'autres raisons, vous pouvez démissionner en disant « pour moi, ça suffit », ou c'est l'Assemblée générale qui leur demande de mettre fin à leur mandat. Robert Huygens, son mandat se terminait à la prochaine Assemblée générale. Donc, de toute façon, voilà.
Et Michael Verschuur, il n'a pas démissionné et l'Assemblée générale suivante, en fait, il n'était plus administrateur après l'Assemblée générale. Du coup, pour quelle raison? Ça, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Mais il n'a pas démissionné. Mais il n'a pas démissionné. Mais il n'était plus administrateur général. Il n'était plus administrateur. Mais lors de l'Assemblée générale qui a suivi, pour des raisons internes, je pense qu'il ne s'est pas représenté. Moi, je n'y étais plus, je ne peux plus vous dire. Mais il ne s'est pas représenté pour des raisons propres à la Pro League ou il n'a pas redemandé. Donc son mandat arrivait à terme. Son mandat arrivait à terme et c'est un autre administrateur de la Pro League qui a été nommé. Okay. Donc voilà, ça c'est comment les choses se sont résolues. Enfin, résolues. Moi-même, je suis parti avant que tout soit tiré, enfin, ce que je considère que tout soit tiré au clair concernant... Pour faire une synthèse, pour être sûr que nos auditeurs ont bien compris, donc Monsieur Bossart est licencié, on peut utiliser ce terme-là. Tout à fait. Les deux administrateurs, donc, il y en a un qui terminait son mandat, donc voilà. L'autre, on ne le revoit plus. Terminait son mandat aussi. Terminait son mandat aussi. Et ils n'ont pas démissionné, mais c'était à l'Assemblée générale de décider. Mais il y en a un, de toute façon, qui n'était plus rééligible et l'autre, son mandat. Ok. Et que deviennent donc du coup les deux directeurs? Donc, il n'a pas été réélu. Okay. C'est plutôt et, ça. Et la directrice juridique et le directeur financier, c'est quoi la suite? Alors la suite, c'est que il savait que j'avais conseillé au conseil d'administration de diligenter un audit, et notamment un audit sur les flux financiers les concernant. J'avais diligenté aussi un audit, même si cet audit aurait pu m'incriminer sur les accusations de Peter Bossart disant que je m'étais moi-même attribué une voiture alors que il y a plein d'échanges d'emails avec le comité de direction. C'est le comité de direction qui, en vertu du contrat de sponsoring, plutôt que de me rembourser les frais, m'attribue une voiture, comme ça s'est fait avec tous les présidents avant ça, qui n'ont pas toujours pris la voiture pour des raisons qui leur sont personnelles. Robert Huygens a demandé le remboursement de ses frais pour des raisons qui le concernent, sa fiscalité propre, on va dire. Et donc, moi, j'ai demandé un audit là-dessus aussi, avec le contrat de sponsoring, la correspondance échangée avec le comité de direction, le fait, parce que j'ai lu ça aussi dans la presse, il m'aurait accordé une voiture, mais je ne l'aurais pas rendue immédiatement. Il faut savoir que non seulement c'est vrai que j'ai reçu cette voiture, mais ils l'ont remplacée. C'est le comité de direction qui l'a remplacée parce que BMW remplace les voitures quand il y a un nouveau modèle qui sort. J'ai reçu la carte d'essence. Les barrières, pour vous donner un détail, les barrières à Tubize s'ouvrent avec une reconnaissance automatique des plaques. Je suis incapable d'ordonner à la barrière de s'ouvrir. C'est le comité de direction qui fait en sorte qu'on reconnaisse ma plaque, etc. Je ne mets jamais les mains dans ce qu'on appelle la graisse de moteur. C'est le comité de direction qui gère tout ça. Donc, j'ai demandé un audit également en ce qui concerne, même si cet audit aurait pu m'incriminer, mais honnêteté intellectuelle. Le même cabinet d'avocats qui a fait l'audit de Peter Bossart a fait un audit et a considéré que c'est une ancienne décision du comité de direction d'attribuer une voiture au président. Et là où le comité de direction, et c'est ça qui est subtil, le comité de direction aurait dû, c'est une décision qui a été prise bien avant que je devienne président, mais là où ce que le comité de direction aurait dû faire, c'est de soumettre cette décision à l'Assemblée générale. Ce qu'à l'époque, il n'avait pas fait. Mais je n'en suis pas responsable, je ne suis pas parti à la décision. Donc, je n'ai rien à voir là-dedans et tous les présidents avant moi en ont bénéficié. Et donc, sur base de leur faute, à eux, au comité de direction, ils invoquent de manière très ambiguë que la décision est irrégulière. Mais c'est leur décision. Okay. Je me suis retrouvé exactement dans le même cas de figure lorsque je suis parti de la fédération. Il y a une des réunions du conseil d'administration qui ne m'a pas été payée. Mon avocat a écrit à la fédération en disant vous devez payer Paul Van Den Bulle. C'était pas pour l'argent, c'était pour le principe. Et la première réponse qui avait été donnée par le comité de direction, c'est il n'y a pas eu de PV de la réunion. Mais le PV, c'est vous qui le faites. C'est le comité de direction. Donc n'invoquez pas une faute qui vous est propre pour me dire on ne vous paye pas parce qu'il n'y a pas eu de PV.
Par ailleurs, la loi n'exige pas qu'il y ait de PV. Mais voilà, c'est pour vous dire dans quelle configuration le comité de direction fait un certain nombre de fautes, ne fait pas régulariser certaines décisions bien avant que je vienne, et puis ils vous disent la décision est irrégulière. Elle est irrégulière de votre chef, mais en réalité, elle n'est pas irrégulière en soi. Il y a une particularité aussi, c'est que cette décision, avant 2019, était tout à fait valable. Elle a été prise avant 2019 et que par prudence, ils auraient peut-être dû la soumettre à l'Assemblée générale. Mais il n'y a pas d'abus de biens sociaux de ma part. C'est une imprudence et ce qu'ils auraient dû faire, c'est régulariser la décision dont tous les autres présidents ont bénéficié. Okay, et dont eux-mêmes ont bénéficié. Ça, c'est ce qui vous concerne. Mais il y avait une question concernant les 2 membres du comité de direction. Quelle est la suite pour eux? Alors, la suite pour eux, ce qui s'est passé, c'est... Donc, peu de temps après que Peter Bossart soit licencié, il y a eu ces enquêtes. Pour des raisons familiales, j'ai fait un séjour au Canada. Et pendant mon séjour au Canada, le CIO ad interim, Manu Leroy, qui avait pris la place de Peter Bossart, et la directrice juridique ont eu une réunion avec certains administrateurs seulement. Donc, de nouveau, ce n'est pas l'ensemble du conseil d'administration. Déjà, ce n'est pas à eux à convoquer une réunion du conseil d'administration. C'est le président ou Est-ce que c'est une réunion du conseil d'administration, du coup, ou est-ce que c'est une réunion entre différents membres de l'Union belge? Est-ce que c'est une réunion informelle, en fait, tout simplement? C'est ça. Oui, mais le problème des réunions informelles, c'est la même chose avec le contrat. Ça dépend ce qu'on fait. Si on se croise à la machine à café pour discuter, c'est une réunion informelle. Mais si on fait une réunion pour discuter comme un conseil d'administration, ce n'est plus une réunion informelle. Ça ressemble à un petit putsch, quoi. C'est une réunion irrégulière. C'est pas du tout la même chose. Et lors de cette réunion irrégulière, et moi j'avais demandé un audit en ce qui concerne l'usage de cette voiture, donc j'ai vraiment pas demandé à voir cette voiture. C'est le contrat de sponsoring pour des questions d'image. La thèse d'un abus de biens sociaux a été développée lors de cette réunion. Entre ces deux, donc Monsieur Leroy, la directrice juridique, le directeur financier également. Le directeur financier n'était pas là. Et quelques membres du CA. Et quelques membres du CA. Okay. J'ai eu vent de cette réunion et visiblement, il y avait une note d'une page, si j'avais bien compris à l'époque, parce que j'ai eu vent, les gens parlent dans le football. J'ai eu vent de cette réunion, j'ai demandé à la directrice juridique, on a un prochain conseil d'administration, visiblement, vous avez un document, ce document doit être transmis au conseil d'administration, même s'il m'incrimine, doit être transmis au conseil d'administration avant la réunion. Il y a un principe en droit des sociétés aussi, c'est que vous ne pouvez pas prendre les administrateurs par surprise. C'est-à-dire, en dernière minute, lors du conseil d'administration, dire « Ah ben tiens, on a retrouvé un document ». Donc, j'ai pas pris Peter Bossart par surprise non plus. J'ai convoqué le conseil d'administration. Tout le monde a eu le temps d'examiner le délai de convocation, les documents, de les examiner, etc. J'ai dit à la directrice juridique, vous transmettez ce document qui m'incrimine pas, etc. Si vous voulez l'utiliser, vous le transmettez au conseil d'administration maintenant. Ce qu'elle n'a pas voulu faire. Et là, je lui dis, je pense que vous n'êtes pas président. C'est encore moi qui préside le conseil d'administration. Ce qu'elle a mal pris, mais ça, c'est la réalité. Et donc, elle a fini par transmettre ce document au conseil d'administration, comme je l'ai demandé et comme la loi le prévoit. Et ce document est un document totalement ambigu. C'est comme les 2000 € de rémunération. C'est de dire, si une décision n'a pas été régulièrement prise, c'est la décision du comité de direction qui éventuellement n'était pas régulière, il pourrait y avoir un abus de biens sociaux. Mais c'était comme dire, c'est moi qui ai pris la décision. Je n'ai jamais pris de décision. À côté de ça, j'ai un audit d'un cabinet internationalement reconnu avec toute la correspondance avec le directeur financier, le contrat de sponsoring, etc., qui montre clairement que et je suis chaque fois sorti de la salle, je n'ai jamais participé à aucune décision
à la différence de Peter Boszhard qui signe son contrat. Moi, il m'aurait dit 2 000 € et ceci, ou 3 000 € ou 1 000 €. Je n'ai jamais pris de décision me concernant. Et qu'est-ce qui amène à votre démission? Alors, ce qui amène à ma démission, c'est que après cette réunion irrégulière, je rentre du Canada et le lundi, je reçois cette lettre du conseil d'administration qui a envoyé à l'ensemble des administrateurs avec un certain nombre de griefs me concernant, en disant harcèlement, etc., alors que je n'ai pas fait les enquêtes, en falsifiant le règlement d'ordre intérieur, puisqu'il y a un reproche qui m'est fait, c'est de dire que le président consulte régulièrement le CIO, alors que le règlement d'ordre intérieur dit exactement l'inverse. Mmh. C'est le CIO, et c'est logique, dans l'esprit de la loi, c'est le CIO qui consulte régulièrement le président. Enfin, je fais l'analogie président de la République et Premier ministre, c'est dans ce sens-là que ça va. Je ne suis pas sous les ordres du CIO. C'est le CIO qui rend des comptes au président. C'est le CIO qui rend des comptes au président et au conseil d'administration. Et donc, une série de choses, mais le problème dans le football, c'est que de temps en temps, les gens, même à un conseil d'administration, ne lisent pas. C'est un faux. Il y en a d'autres, il y a d'autres perles comme ça. Et la maladie que j'avais détectée, c'est pour ça que j'ai démissionné, la maladie que j'avais détectée précédemment, où j'ai 2 membres d'un conseil d'administration, 2 membres du comité de direction, c'est-à-dire 2 membres du contrôlé qui s'entendent avec 2 membres du contrôleur. C'est clair, lorsque j'étais au Canada, différents membres du contrôlé, l'ex-CIO et des membres du conseil d'administration se sont entendus avec certains administrateurs. Et pourquoi je suis en mesure de le dire? C'est aussi parce que non seulement il y a cette lettre, mais il était clair qu'un audit devait avoir lieu concernant les membres du comité de direction et qu'une évaluation devait avoir lieu aussi, on se retrouvait dans la même configuration, concernant Manu Leroy qui était devenu CIO ad interim, mais aussi pour ses fonctions antérieures de directeur marketing. Là, on a décidé qu'une personne du conseil d'administration serait déléguée pour faire cette évaluation. Une seule? Une seule. Okay. Oui, mais c'est un pouvoir qu'on donne. Ça, c'est tout à fait régulier. Ça, c'était un mandat que vous donniez. Mandat. Okay. Et c'est pas cette personne-là qui le fait en cachette. Le conseil d'administration, pour des raisons pratiques, décide que cette personne va faire l'évaluation. Quand cette personne fait l'évaluation et qu'elle me revient, je lui demande le contrat de Manu Leroy. Je n'ai pas le contrat de Manu Leroy et le conseil d'administration n'a pas reçu le contrat de Manu Leroy. Et donc, le fait que Manu Leroy a reçu son bonus. Donc, j'ai un membre du conseil d'administration qui fait l'évaluation, Manu Leroy, ils arrivent à un accord, mais on n'a pas le contrat. Cette lettre, suite à une réunion, cette lettre qui m'incrimine, suite à une réunion irrégulière entre 2 membres du comité de direction et différents membres du conseil d'administration, moi, j'ai qu'une seule conclusion. Le football, en tout cas l'Union belge, n'a pas appris de ses erreurs. La maladie qui avait été détectée avant revient, mais vraiment bien. Et là, ce contrat, vous ne l'avez de nouveau pas à cause de qui? À cause de quoi? Parce que Manu Leroy, j'imagine, il était au courant des soucis qu'il y a eu avec Peter Boszhard juste avant. Bien évidemment qu'il était au courant. Il ne l'a pas transmis. La personne qui devait faire son évaluation, quand vous faites une évaluation, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le minimum, c'est que vous demandez le contrat de la personne, puisque pour faire l'évaluation, vous devez avoir les indicateurs de performance, notamment. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que donc une année auparavant, il y a l'ensemble, ou peut-être pas l'ensemble, mais de nombreux membres du conseil d'administration qui ont l'air de valider ce que vous mettez en place par rapport... tous, puisqu'ils doivent voter de manière collégiale, en tout cas, ils valident le fait qu'on vérifie le contrat du CIO, etc. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'un an plus tard, ce que je vous dis, ça recommence. Comment vous l'expliquez? La maladie revient parce que les gens ont des intérêts particuliers. Alors, les intérêts particuliers, ça peut être plein de choses. Ça peut être j'obtiens un poste, j'obtiens de l'argent. Enfin, il y a des intérêts particuliers qui font que certaines personnes se disent c'est plus avantageux
que je trouve un accord avec le contrôlé, moi contrôleur, et inversement, plutôt que de suivre les règles. Ok. Et vous, de votre côté, donc vous vous rendez compte, je comprends bien, que voilà, le conseil d'administration est vérolé, si on peut dire ça comme ça, et vous décidez de démissionner, et donc vous abandonnez un petit peu le combat. Je n'abandonne pas le combat. Donc moi, ce que je dis, et ma lettre, ce qui est très particulier dans tout ça, c'est que quand vous êtes administrateur indépendant, c'est l'intérêt général qui compte. Et donc, si on vous met en cause, moi, j'ai pas de problème. Si je suis mis en cause et que c'est moi le problème, je suis prêt à partir. Mais le contrôle doit avoir lieu. Et c'est ce que j'ai dit. Ma lettre de démission n'a jamais été transmise à l'Assemblée générale, de même que les rapports d'audit. C'est très particulier. Moi, évidemment, quand je démissionne, j'envoie ma lettre et j'explique que ce contrôle doit avoir lieu et que si on prend le prétexte de ma personne, mais moi, je suis prêt à m'effacer. J'ai aucun problème avec ça. Et que les accusations qui me sont faites, j'y répondrai. J'ai aucun problème avec ça non plus. C'est ça la vraie indépendance. Excusez-moi, Non, donc moi, ma question, c'est de comprendre, en fait, vous abandonnez au moment où... Non, je n'abandonne pas parce que c'était aussi une chose que j'avais dit. Quand vous vous rendez compte que la maladie que vous avez détectée et avec laquelle tout le monde est d'accord revient de manière grossière, vous vous dites, je ne peux pas participer à ça. Je veux dire, vous avez deux choix. Soit vous plongez dans la situation et vous accompagnez le mouvement, mais l'acte que vous faites est critiquable, soit vous dites, c'est ce que Van den Boeynants avait dit, hein, quand tous les dégoûtés seront partis, il restera que les dégoûtants. Mais soit vous vous démarquez parce qu'il y a une question de responsabilité aussi. Moi, je n'allais pas plonger là-dedans. Donc, et c'est ce que j'avais dit dans un interview quand j'ai accepté la charge de président. J'étais très clair quand je l'ai accepté, c'est de dire j'accepte la charge, mais si je n'arrive pas à changer les choses, je m'en irai. Donc, le plus grand danger, je pense, pour un administrateur ou un président, c'est de s'accrocher à son poste. Parce que quand vous vous accrochez, c'est là que commence la compromission. Mais moi, j'ai une petite question, parce que vous dites que... Donc, moi, j'imagine qu'il y ait des liens entre certains membres du conseil d'administration qui fassent partie de Football Wanderers, de la SFF ou voire de la Pro League, qu'ils aient des liens avec le comité de direction de l'Union belge. J'imagine les accords qui pourraient passer. Mais il y a une membre qui est Madame Pascale Van Damme, c'est ça, qui était une administratrice indépendante, qui, elle, à moins que je me trompe, n'a rien à voir avec le football, il me semble. Non, effectivement. De son côté, entre guillemets, elle n'a pas démissionné. Comment vous pouvez l'expliquer? Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez parlé des dégoûtants et des dégoûtés, si je suis votre raisonnement, elle, en tant qu'indépendante, pourrait faire partie des dégoûtés? À moins qu'elle aussi, je me permettrai pas de le dire, mais qu'elle soit dégoûtante. Donc moi, je ne répondrai pas là-dessus. Ok. Donc je ne vous répondrai pas là-dessus. Mais et quel est son rôle maintenant? Elle est présidente. Elle est présidente maintenant. Présidente, oui. Donc parce que c'est intéressant, parce que je trouve que vous amenez quelque chose de très intéressant en expliquant ce qu'on dit beaucoup dans le milieu. On doit être honnête, hein, on entend souvent parler de ce genre d'éléments. Mais je prends cet exemple-là parce qu'elle est aussi indépendante. Mais pourquoi rester? Et pourquoi vous, de votre côté, en fait, vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez un peu seul contre tous? Vous avez une image de... aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on a quand même terni un petit peu votre image dans la presse. Et je me demande, vous, quand vous voyez que finalement, les choses continuent et que personne ne bouge, quel sentiment vous avez de ça? Moi, je suis très, très à l'aise avec moi-même. J'ai fait ce qu'il fallait. Pascale Van Damme est devenue présidente. J'ai été étonné que que l'Assemblée générale n'ait jamais reçu les rapports d'audit. J'ai été étonné que le réviseur n'ait pas rendu. Le réviseur a une obligation légale aussi, lorsqu'on présente les comptes, de parler des incidents qui se sont passés, etc. Il n'y a pas eu de rapport de l'auditeur. Et j'ai été étonné qu'une convention transactionnelle ait été signée avec Peter Bossart, puisque l'ensemble du conseil d'administration a décidé à un certain moment, il doit aller, comment dire, on doit se séparer de lui.
l'ensemble du conseil d'administration, on s'est rendu compte aussi, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, il n'y avait pas simplement l'avenant, mais on s'est rendu compte, le fameux soir où il a été licencié, qu'en réalité, les bonus précédents, je ne parle pas de l'avenant, les bonus précédents, il avait chaque année touché le bonus maximum, aussi sur base d'un accord entre une personne du conseil d'administration et lui-même, c'est-à-dire et le directeur financier. C'est-à-dire qu'à l'époque, Bart Verhagen appelait le directeur financier, sans passer par le conseil d'administration, et disait simplement... En tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur, il était vice-président, il disait simplement, tu payes 100 000 € à Peter Bossart. Et Mehdi Bayat a fait la même chose. Et donc, moi, j'ai été très étonné que l'Assemblée générale, qui doit approuver les comptes qui sont présentés par le conseil d'administration, ne se soit jamais... Enfin, que tout ça n'ait pas été dans un rapport. Donc, on parle de 340 000 €. Ça, c'est avant la signature de l'avenant. Et j'ai appris aussi par la presse, et c'est ça qui est hallucinant. Alors, est-ce qu'ils le savaient déjà à l'Assemblée générale ou est-ce qu'ils l'ont su après? Est-ce qu'ils l'ont su avant la signature de la convention de transaction que j'ai appris par la presse aussi? On parle d'un montant de 600 ou 650 000. Donc, vous ajoutez ça aux 340 000, on est quasiment au million. Et ces 650 000, c'était pour? Convention transactionnelle. Okay. Pour dire à Peter Bossart, voilà, pas de procès, on vous paye 650 000, vous ne faites pas de procès à l'Union belge. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient être perdants, c'est ça? Ben, pour moi, non. Il y avait deux audits... qui étaient assez clairs, en plus. Qui étaient assez clairs, mais qui n'ont jamais été transmis. Et pourtant, il y a une obligation aussi de transmettre ces audits à l'Assemblée générale. Et si on est prêt à payer 650 000, c'est quand même qu'on n'est vraiment pas sûr de gagner le procès, du coup. Il peut y avoir d'autres raisons. Ah, c'est vrai. Mais concrètement, pour retourner sur les contrats, à partir du moment où vous décidez, un conseil d'administration décide qu'il y a une faute grave et on remercie quelqu'un, et puis un an après, on prend une autre décision en disant on vous paye... C'est qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient tomber au sein du conseil. Je n'en sais rien. Mais aussi, ce qui est assez extraordinaire, et ça je l'ai appris par la presse, c'est qu'on découvre après mon départ qu'en un an, non seulement il avait un salaire de 500 000 plus un bonus de 100 000 qu'il recevait automatiquement sur base d'un coup de téléphone, mais qu'en un an, donc moi j'ai lu ça, c'est Game of Thrones BX1 qui a fait une enquête, que de novembre 21 à décembre 22, alors que je suis encore président, il a rentré des notes de frais pour 600 000 €. Ouais. Donc, si on additionne le tout, on parle de 1 600 000. Vous n'aviez pas de vue sur les notes de frais qui rentraient? Aucune. Mais c'était ça aussi le problème. Et que l'audit a mis en évidence aussi. Tout ça était payé par lui-même, j'ai envie de dire, puisque lui rentrait ses notes de frais au directeur financier qui les lui payait. Mais donc, concrètement, tous ces contrats-là, à chaque fois, ils ont été cachés. Avec Manu Leroy, cette chose est revenue. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'en fait, ces personnes... Enfin, la raison pour laquelle... Pourquoi ces personnes cachent ces contrats? Est-ce qu'ils ont conscience qu'on parle de sommes démesurées? Est-ce que vous pensez qu'ils pensent qu'ils sont légitimes de toucher de tels montants? Si oui, pourquoi cacheraient-ils ces contrats? Et on fera lien avec ça pour l'après-présidence aussi, et des questions plus larges. Il n'y a pas que les montants, il y a les irrégularités aussi. Je veux dire, c'est pas juste une question de montant. À partir du moment où vous commencez à faire un audit, des informations qui ne sont pas données, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas intérêt à ce qu'elles remontent à la surface. Moi, je ne sais toujours pas combien Manu Leroy gagnait, alors que quand il était président à l'intérim, j'étais président. Et ce n'est pas une curiosité malsaine, c'est juste que les comptes, c'est aussi notre responsabilité. On doit le savoir. Et s'il a touché des bonus, etc., ou s'il a eu d'autres avantages, on doit le savoir. Nous, on a une obligation de présenter des comptes à l'Assemblée générale qui sont propres, qui sont nets, ou si on a une question d'un membre, on doit pouvoir y répondre. C'est juste normal. On parle souvent que la génération dorée a rapporté pas mal de sous aussi à l'Union belge. Est-ce que vous pensez que du coup, après avoir vu la gestion de l'intérieur, est-ce que, parce qu'on parle en effet qu'il n'y a pas grand-chose en caisse, vous pensez que c'est vraiment dû à la gestion? Où va l'argent que, en gros, la génération dorée a pu rapporter? Alors, c'est très compliqué de vous répondre à cette question parce que justement,
la transparence n'était pas totale. Donc, moi, mon but était de faire un audit, notamment sur ces questions-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Donc, voilà. Je pense pour les employés de base, parce que pas jeter le bébé avec l'eau. Enfin, il ne faut pas critiquer non plus. Je pense qu'à la fédération, il y a une série d'employés, et la grande majorité des employés sont des employés dévoués, je pense honnêtes, etc. Donc, il faut faire attention, mais il y a une maladie qui existe, qui a été détectée, que le conseil d'administration a détectée, il a agi en conséquence. Quand vous vous rendez compte que cette maladie revient, Mais par rapport à l'Union belge, qui met quand même en avant une communication sur la diversité, sur la bonne gouvernance, on se rend compte avec votre témoignage que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imagine. Quelle piste de solution vous voyez pour avoir une vraie bonne gouvernance? Alors, la première chose, et j'en ai été victime, on a parlé d'intégrité et de diversité. On était dans un schéma où, en réalité, j'étais engagé pour l'intégrité et la diversité. La diversité, elle était là, parce qu'on m'a dit, tu peux te mettre autour de la table, mais l'inclusion n'était pas là. Puisque quand j'étais autour de la table, c'était... C'était pour les photos. Vous n'aurez pas ce document et vous êtes un président purement protocolaire, alors que la loi, ça n'existe pas, un président purement protocolaire. Donc, je veux dire, la première solution, c'est au moins respecter la loi, ses propres statuts et son propre règlement d'ordre intérieur. Ça, c'est la base, le minimum. Il faut déjà au moins respecter ça. Les pouvoirs de chacun. Les pouvoirs n'ont pas été respectés. On avait un super CIO qui s'est accordé, et il y a eu quelques articles dans la presse à l'époque par certains journalistes qui, je pense, avaient vu venir ce scénario, mais qui était réel. Donc, 1, respecter la loi. 2, quand je dis respecter la loi, c'est aussi que le conseil d'administration remplisse ses obligations, c'est-à-dire fasse un réel contrôle du conseil d'administration et ne soit pas dans une complaisance où on est content d'être là. Parce qu'il y a ça aussi, le football, vous avez 2 pendants. Il y a l'aspect sportif, et donc il y a certains administrateurs qui sont peut-être très contents de discuter des performances des Diables Rouges, de Tedesco, de tel joueur, etc. Mais un conseil d'administration, c'est pas ça son boulot principal. Et donc, il peut y avoir, une curiosité ou un intérêt de certains administrateurs d'avoir ce genre de discussion ou de penser que c'est eux qui dirigent à la place, une équipe à la place d'un coach. C'est pas leur boulot. Par contre, ils doivent prendre leurs responsabilités et faire de la gestion. Et là, il y a un problème, ce qu'on appelle l'onboarding. C'est que dans beaucoup de sociétés, vous avez ce qu'on appelle un onboarding. Donc, quand vous devenez administrateur, vous avez une espèce de cours, on va dire, où on vous réexplique vos droits, obligations. Si vous-même, vous n'avez pas eu cette formation, si vous n'êtes pas, par exemple, administrateur certifié par un organisme, enfin, où vous n'avez pas la formation, le minimum, c'est d'avoir un onboarding, vous dire, ça, c'est vos droits, ça, c'est vos devoirs, vous devez poser des questions, vous avez le droit d'avoir tous les documents, etc., etc. Ça, c'est aussi autre chose qui devrait être mis en place. Comité de rémunération, il n'y avait pas de comité de rémunération, je pense qu'il n'y en a toujours pas. Un comité de rémunération, c'est un comité au sein du conseil d'administration qui donne, des conseils au conseil d'administration sur les rémunérations. Mais ça peut être sur les rémunérations d'administrateurs, comme ça peut être sur les rémunérations du comité de direction. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée une transparence, ça crée un débat, ça veut dire que tout le monde est impliqué, tout le monde sait, on vérifie, on rediscute 1 an après parce qu'on pense que là, c'était trop haut, là, c'était trop bas, etc. Mais ça crée une vraie dynamique de gestion. Un autre comité qui existe aussi dans le monde des sociétés des ASBL, c'est ce qu'on appelle un comité d'audit. C'est très ça. Vous avez un comité qui va poser à la place du conseil d'administration, on va identifier certains risques. Par exemple, à la fédération, c'est clair qu'il y avait un risque concernant les contrats des membres du comité de direction et du CIO. Eh bien, à partir du moment où on se rend compte que ce risque existe, eh bien, annuellement, on va voir si tous les contrats sont en ordre, s'il n'y a pas eu de modification, etc. Comité d'audit ou d'autres risques.
Ça peut être des risques, je sais pas, environnementaux, mais c'est très sain, puisque c'est le conseil d'administration qui, in fine, à la fin, va endosser la responsabilité civile et pénale. Et dernière chose, c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont, à mon sens, une certaine responsabilité, puisque notamment les décrets, puisqu'on vit dans un État fédéral et c'est la compétence régionale, C'est pas plutôt communautaire, ouais. Ont une compétence pour allouer des subsides. Et un des critères pour allouer les subsides, c'est la bonne gestion. Mais c'est dit dans le décret, notamment du côté francophone, de manière très générale. Est-ce qu'il y a un vrai contrôle? Mais concrètement, pour une institution fédérale comme l'Union belge de football, dans quel pouvoir public, ou plutôt devant quelle assemblée, on pourrait voir ce qui s'est passé en France avec Amélie Oudéa-Castéra, qui est l'actuelle ministre de des Sports et qui fut présidente de l'association de tennis française et qui a été questionnée devant l'Assemblée générale. Voilà. Mais c'est la même chose en Belgique. Il pourrait y avoir une enquête parlementaire. Mais étant donné que ce sont des compétences qui sont communautaires, comment on pourrait le faire pour une institution qui est fédérale? Oui, mais je pense qu'une enquête parlementaire, dès l'instant où il y a une question d'intérêt public, on peut faire une enquête parlementaire. Ça reste une enquête parlementaire. Ça veut simplement dire que les parlementaires veulent être informés d'une situation concernant une institution. Voilà. Je pense que c'est possible. Je n'ai pas étudié la question. Et dans ce que vous avez vécu, vous auriez aimé le soutien du politique? Question c'est difficile de répondre à cette question parce que le politique n'était pas... À la fois, il était super présent et pas super présent. Donc, les ministres aimaient bien venir au match, mais ça ne veut pas dire que dans la gestion, il y avait, en tout cas avec le président ou le conseil d'administration, des contacts réguliers. J'ai attiré l'attention, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'un ministre en particulier sur certaines choses. Voilà. Est-ce que... Vous êtes heurté à un mur? Est-ce qu'il a compris ce que je voulais dire? Je n'en sais rien. Mais vous n'avez pas eu d'aide, en tout cas. Après, est-ce que la fédération... on voit souvent que la FIFA, en fait, met la pression sur certains gouvernements, spécialement en Afrique, vu qu'on dirait que c'est un petit peu plus facile, lorsque les politiques s'ingèrent dans les affaires des fédérations. Est-ce que vous pensez que nos politiques ont quelque chose à faire de ça, ou pas du tout? C'est une excellente question parce que là aussi, c'est pas si simple. Théoriquement, le politique ne peut pas prendre le dessus sur la gestion. Quand je dis le pouvoir politique, c'est le ministre, etc. Vous avez eu l'affaire au Cameroun, je pense que c'est à ça que vous pensez dernièrement. Entre autres. Le plus récent. Le pouvoir politique ne peut pas se substituer à la fédération. La fédération est un organisme privé, c'est une ASBL avec ses propres organes de gouvernance. Donc la FIFA, dans son règlement, est très attentive, au fait qu'il y aurait une espèce de putsch sur une fédération où c'est le politique qui considère que c'est comme un ministère. Ça ne va pas. Ça, il faut être très clair, ça ne va pas. Ceci étant dit, dès l'instant où il y a des subsides qui sont versés sur des critères de bonne gestion, c'est normal que sur ces critères-là, le politique puisqu'il donne de l'argent, il pourrait dire je ne vous donne pas de l'argent parce que les critères de bonne gestion ne sont pas remplis. Mais c'est deux choses différentes. C'est pas le politique qui dit vous, président ou CIO, vous vous mettez de côté et c'est moi, ministre, avec mon administration qui va gérer. On est à des niveaux différents. Donc, il faut bien faire la différence. Ce serait un excès de pouvoir. Mais vous voyez plutôt alors peut-être des politiques en tant que membre du conseil d'administration, du coup? Parce que ça se fait au niveau de certains organes. Parce que je me demande, en fait, par rapport à la bonne gouvernance, moi, le souci que j'ai, c'est que je vois trop peu d'administrateurs indépendants et beaucoup de membres, parce qu'il me semble, vous me dites si je me trompe, il y a 10 personnes dans le conseil d'administration, 2 indépendants, 3 de la fédération francophone de football, 3 néerlandophones et 4 Pro League. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils font tout plus que 10, ça, non? Ça fait 12. Ça fait 12, ouais.
2 indépendants, 3-3, plus 4. C'est 4-2-2. 4 Pro League. 4 Pro League, 2 ACFF, 2 Landrun, ok. Ouais, et c'est que moi je me qui dis... ne vous ai pas corrigé. Oui, pas de souci. Et donc moi je me demande en fait dans quelle mesure toutes ces entités manquent peut-être de, je sais pas, je veux pas dire de détachement, mais ne sont pas assez neutres à mon sens pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Alors moi ce que je prône en fait, c'est, je pense que c'est important d'avoir certaines personnes qui viennent du milieu du football, Justement. mais il y a pas de, je suis pas dans le dogmatisme. Par exemple, la fédération irlandaise, il y a eu un grand scandale. On parlait de dizaines de millions qui s'étaient évaporés. Une des premières choses que la fédération irlandaise a fait, c'est que la moitié de son conseil d'administration est composé d'indépendants. C'est mieux. Donc, je pense que 2 indépendants, c'est trop peu. Vous n'êtes déjà pas sûr que les 2 indépendants sont sur la même longueur d'onde ou ont la même vision de l'obligation de contrôle. Et vous pouvez être relativement seul comme indépendant. Quand il y a des problèmes cruciaux, je pense que c'est préférable, et c'est ce que la fédération irlandaise a fait, d'avoir la moitié d'indépendants. Et des indépendants, la fédération irlandaise, c'est un avocat, un réviseur, enfin toutes des professions réglementées. Okay. Donc ça permet d'arriver à une intégrité. 2, je trouve ça fort peu. Et c'est les politiques qui ont fait ce choix ou pas forcément? C'est la fédération elle-même. C'est la fédération, je elle-même, pense. ok. Je peux pas vous dire en ce qui concerne la fédération irlandaise, mais il y a quand même un jeu avec le politique. Le politique peut encourager certaines choses. Le politique ne peut pas se substituer. Donc le politique ne pourrait pas dire on prend le pouvoir. Ça, la FIFA ne l'accepterait pas. C'est pas permis tout simplement. Ça reste une fédération. Vous avez déjà répondu à pas mal de nos questions, oui. Notamment donc, les pistes d'amélioration pour les fédérations et la fédération belge en particulier. Mais est-ce que vous avez parlé de l'Irlande aussi, on a souvent vu des problèmes de gestion dans les fédérations sportives. Qu'est-ce qui fait qu'une fédération sportive soit un nid à possible scandale et mauvaise gestion? Alors, il y a, en tout cas pour la fédération de football, pour moi, c'est relativement clair. C'est un monde très, très, très fermé, où finalement les acteurs ne sont pas si nombreux que ça, et les acteurs qui ont du pouvoir. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'entre-soi. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des vrais concurrents. Dans la Pro League, les clubs sont concurrents, mais en réalité, ils ne sont pas concurrents. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de voir l'intrusion du droit de la concurrence, droit européen de la concurrence dans le football, parce que en réalité, c'est une entente. Une ligue, c'est une entente. Il faut être clair. L'affaire de la Super League, c'est ça aussi, savoir si les fédérations peuvent faire ce qu'elles font. Donc, il y a, je pense, l'entre-soi. Il y a aussi le fait que, une fois que vous êtes rentré dans le football, il y a cette espèce d'omerta. C'est que même lorsqu'il y a un problème, la majorité des gens ne veulent pas en parler et ça glisse. Moi, ça ne fait pas partie de ma manière de voir les choses. Donc, moi, si je ne suis pas d'accord, je m'en vais, c'est tout. Enfin, c'est ce que j'ai toujours dit. Je ne vais pas participer. Et vous pensez que c'est parce que les gens ont peur de perdre le bout de leur pain? Il y en a beaucoup qui veulent absolument rester dans le football. Et il y a certains membres du conseil d'administration que j'ai connus qui ne sont plus dans le conseil d'administration, mais qui sont devenus des employés d'un niveau très élevé à la fédération. Si vous faites vos recherches, vous allez voir, il y en a 2 qui sont devenus chefs de l'arbitrage du côté de l'Union belge et l'autre du côté de Voetbal Vlaanderen. Mais vous parliez déjà des liens entre le contrôlé et le contrôleur, donc, donc ça crée des possibilités de passer l'un à l'autre. Il y a plein de passerelles au football et les gens aiment les passerelles. Une belle petite niche, quoi. Voilà, ça c'est une... Et il y a aussi ce fait que c'est une ASBL relativement riche qui n'a pas d'actionnaire. Et quand vous n'avez pas d'actionnaire, un actionnaire, il vous demande toujours des comptes. Je vous demande d'aller acheter le pain, je vous demande de construire une boulangerie. Vous allez diriger la boulangerie, mais je vais regarder votre bilan et à la fin de l'année, je voudrais qu'il y ait des bénéfices. L'Union belge, comme les bénéfices ne peuvent pas être redistribués aux membres, il y a ce que j'appelle des mouvements latéraux. Il y a une évaporation
latéral qui peut se faire, parce que cet argent, entre guillemets, dans leur esprit, n'appartient à personne. Il n'appartient à personne, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, et enfin, une dernière question. Donc, la 90e est produite par le studio Incluvision et vous parliez de diversité à l'Union belge, mais pas spécialement d'inclusion. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de diversity washing ou vraiment, pendant votre période à l'Union belge, vous avez quand même vu qu'il y a réellement des efforts qui sont faits d'un point de vue d'inclusion au sein de l'Union belge? Alors, mais tout est une question de niveau, en fait. Je pense, par exemple, que dans les employés, il y a des employés très, je ne vais pas donner de nom, mais très dédiés, qui travaillent réellement pour une inclusion. Il y a des efforts qui sont faits réellement pour une inclusion, mais en même temps, je pense que l'Union belge n'est pas... Je vais parler toujours en mon nom. Ce qui s'est passé était un manque de diversité institutionnelle. Je ne peux pas le dire autrement. C'était institutionnel. Alors, c'est tombé sur moi, pas de chance, mais dans la réalité des choses, c'est tombé sur moi. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. J'étais le noir de service et il ne fallait pas que je pose trop de questions. En même temps aussi, si vous regardez le comité de direction, c'est toujours la même chose, ce qu'on appelle le plafond de verre. Il peut y avoir une diversité en bas. Est-ce que cette diversité est en haut aussi? Et je représentais, c'était pour rassurer tout le monde, mais en même temps, quand on vous donne pas les pouvoirs, alors qu'on vous met à la plus haute fonction et qu'on vous met pas les pouvoirs, pour moi, le plafond de glace, il est toujours là. C'est de dire, OK, vous pouvez rentrer dans la salle, mais vous n'avez rien à dire. C'est nous, comité de direction, qui manageons. Et dans le comité de direction, il n'y avait pas de diversité. Je suis désolé, il n'y en avait pas. Donc pour vous, c'est plus une question de manque d'envie que de manque de temps? Il y a une question de plafond de verre, à mon avis. Qui reste. Il y a des institutions, je pense que vous le savez, il y a des institutions qui sont pas prêtes pour avoir des administrateurs et je peux parler de toute la palette en ce qui concerne la race, que ce soit le nord de l'Afrique ou l'Afrique noire. Mais voilà, il y a des institutions qui sont pas encore prêtes pour ça, tout simplement. Sans vouloir tomber dans la victimisation. Et je vais prendre un bête exemple. Quelque chose, quand je suis rentré à la fédération, c'est clair, ce que j'ai lu des fois me concernant était effarant. Les gens n'auraient jamais osé écrire ce qu'ils ont écrit. Et vous avez lu ça où? Dans la presse. Dans la presse. Voilà. Vous pouvez donner la des même exemples? chose quand j'ai démissionné. Je vais vous donner un simple exemple. Et celui-là, il est même historique. Aux autres administrateurs indépendants, on ne leur a jamais fait le reproche, entre guillemets, de ne rien connaître du football. Ce qui n'était pas entièrement vrai. Je connais le monde du sport d'un point de vue juridique. En fait, ça m'a fait penser à tous les présidents des États-Unis. Il n'y en a aucun à qui on a demandé son certificat de naissance. Il y en a un seul à qui on lui a demandé son certificat de naissance. Je pense que vous avez le nom. Mais c'est la même chose. Moi, il fallait que je dise que je connaisse. Et encore maintenant, on dit, oui, mais il ne connaît rien au football. Les autres administrateurs indépendants, on ne leur fait jamais ce reproche. Et je dois chaque fois me justifier pour dire, écoutez, j'ai quand même plaidé contre les plus grands clubs. Je suis le conseil de certaines fédérations. J'ai fait des médiations pour des joueurs proéminents. J'ai eu comme adversaire, j'ai écrit des articles scientifiques sur le fair play financier. Mais voilà, je dois montrer mon certificat. Comme un président, c'est le seul qui a dû montrer. Il l'a fait avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, avec un film de Walt Disney. Donc vous estimez que les campagnes de l'Union belge, que je trouve vraiment très bien faites souvent, les campagnes de communication, ne reste que de la communication et ça va jamais plus loin? Non, je trouve que c'est important d'avoir cette communication. Maintenant, la question est très complexe et comme je vous l'ai dit, il y a des questions de niveau, des questions de plafond de verre, des questions de savoir si tout le monde a les mêmes droits à partir d'un certain niveau. Il y a des questions culturelles aussi.
c'est des questions assez complexes. Tout le monde sait que le football est gangrené par le football et tout le monde voit par le football est gangrené par le racisme, pardon. Et on voit en même temps qu'il y a des efforts qui sont faits. Est-ce que ces efforts sont suffisants? Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'une campagne publicitaire suffit? Moi, je crois fort en la vertu de l'exemple. C'est d'en haut que doit venir. Un management exemplatif est un bon management parce que c'est de là que viennent les valeurs. Si on montre que tout le monde est égaux, ça, c'est du vrai management. Ça, c'est du vrai management. Dans vos pistes d'amélioration, vous parliez de mettre en place pas mal de comités d'audit, comités à la rémunération. Union belge a mis en place un comité de diversité. Tout à fait. Est-ce que c'est du coup un bon signe Alors, c'est un bon signe sur la diversité, mais ce comité de diversité a certains pouvoirs. Je veux dire, moi, c'est hors de question. Je vais prendre mon exemple. J'allais pas aller auprès du comité de direction me plaindre du traitement qui m'était fait. C'était un peu particulier. Voilà. Il a certains pouvoirs seulement. Donc, une fois de plus, je pense qu'il y a des personnes tout à fait dédiées dans ce comité de diversité qui font du mieux qu'elles peuvent. Ça ne veut pas dire que la diversité est partout dans l'Union belge et dans les organes et dans les membres de la famille de l'Union belge. Je veux dire, dans les couloirs, on entend de temps en temps des drôles de choses. C'est comme ça. Les dossiers de racisme dans le football, il y a deux manières de voir les choses. Ces chiffres ont augmenté très fort. Il y a une manière positive et négative de le voir. Négative, c'est de dire il y a une augmentation du racisme. On vit aussi une époque particulière où il y a un vrai repli sur soi dans la société aussi. Est-ce que c'est ce repli sur soi? Il y a une manière positive de le voir, c'est de dire oui, c'est des dossiers maintenant qui arrivent devant les instances. Avant, peut-être, c'est des dossiers qui n'arrivaient pas. Donc, c'est des choses assez complexes, en fait. Mais le racisme existe dans le football. Ça, je reste convaincu. Ça, c'est... Pour rester au niveau de l'Union belge, l'honneur de la dernière question pour Nathan. Ah ouais, c'est intéressant qu'on parle de ça. Il y a une certaine symbolique avec le maillot qui représente Tintin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous, en tant que quand vous étiez président, vous auriez pu avoir votre mot à dire sur une telle campagne? Mais théoriquement, c'est au conseil d'administration à fixer les valeurs. C'est aussi une des prérogatives du conseil d'administration, c'est fixer les valeurs. Il y a un très bon document qui est la charte du sponsoring sportif qui a été élaborée avec certaines fédérations sportives, l'Institut des administrateurs et différentes universités belges et qui prévoit qu'entre un sponsor et une fédération, on doit établir, on doit dire pourquoi on rentre dans le contrat de sponsoring et quelles sont les valeurs qui doivent être défendues. Là où j'ai été étonné, c'est que le contrat de sponsoring de Moulinsart, il n'y a pas vraiment eu de débat. Pour certains, il y a eu des articles immédiatement dans certains journaux en disant « mais ils sont fous à la fédération ». Et je ne prends pas position, mais il y a un vrai débat. Ils sont fous à la fédération. Tout le monde connaît l'histoire d'Hergé. C'était pas forcément le chantre de la diversité. Tintin au Congo, etc. C'est pas l'ouvrage qui prône l'ouverture. Donc, je pense que là, la fédération a raté une occasion en vertu de la charte de sponsoring sportif. Je pense qu'elle a raté une occasion de communiquer et aussi de communiquer avec les joueurs, c'est-à-dire de dire, bon, voilà, on sait qui est Hergé, mais justement, parce que c'est Hergé, nous, on veut faire fi du passé, nous, nos valeurs, elles sont celles-là, et on veut montrer vraiment une vraie diversité. Et donc, on va s'atteler à ça. Donc, on va vous impliquer là-dedans. On va avoir des actions de Moulinsart dirigées, je ne sais pas moi, vers un certain public bruxellois, etc., etc. C'est être proactif. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des choses horribles. L'apartheid est une chose horrible. Après, ça dépend comment on le gère. Si on le gère en se disant, on reconnaît que ça existe, mais après, on s'ouvre
après avoir reconnu que ça a existé, et on fait des actions positives. Moulinsart fait une action positive en faveur de certains enfants ou de... Pas de problème, mais il n'y a pas eu de communication. Et moi, je peux comprendre aussi que pour certains, ce maillot, il représente pas la diversité. Il peut représenter une certaine Belgique nationaliste, coloniale, qui exclut, alors que le message qu'il fallait faire passer, et je dis pas qu'il y en a un qui a raison, tout ça, c'est des questions de perception, mais il fallait justement prendre ce contrat à bras-le-corps et dire, maintenant, on va dire clairement les choses. Et ça, c'est clairement nos valeurs. Et on contracte avec cette société pour ces raisons-là, et cette société va faire certains efforts autres que simplement verser un certain montant, etc. Parce que le sponsoring, il y a aussi des valeurs, je veux dire, les joueurs qui refusent certaines marques, etc., c'est aussi pour des questions de valeur. Et de plus en plus, je veux dire, c'est ce que, je veux dire, le public, comment dire, il n'y a pas que le foot business, il y a le modèle européen du sport, il est fondé sur la dimension sociale et éducative. Et la dimension sociale, il faut en tenir compte. C'est pas non plus juste une étiquette. Il faut le montrer. Leading by example. Il faut gérer en étant exemplatif. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a eu un manque de courage et qu'il aurait fallu s'emparer de ce contrat, communiquer avec ce contrat, avoir des actions par rapport à Moulinsart, par rapport à RG, réexpliquer. C'est ce qu'on fait avec le musée d'Afrique, où on réexplique le colonialisme, mais on ne va pas dire qu'il n'existe pas, mais on le réexplique de manière pédagogique, on reconnaît les choses et on dit, maintenant on prend une autre direction. Mais moi j'ai une petite question. On vous voit fréquemment dans les médias francophones. Cependant, c'est nettement moins le cas dans les médias néerlandophones. Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait que M. Bossart soit de la même famille que M. Christian Van Thilo? Je pense qu'il faut leur poser la question à eux. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Je ne peux pas répondre à la place de la presse néerlandophone, mais votre question est intéressante en tout cas. Merci. Donc on risque pas d'avoir vos propos reportés. Non, je ne dis pas ça, je n'en sais rien. C'est parce que vous m'avez posé la question. Je me pose aussi la question, pourquoi les médias néerlandophones sont moins intéressés? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais c'est clair que, quand j'étais à la fédération, certaines personnes avaient déjà insisté lourdement sur le fait que il faut faire attention parce que, voilà. Ben, vous n'avez pas peur, en tout cas. Vous savez, je préfère toujours vivre debout. Ok. Donc voilà, moi, j'ai... Très belle phrase, en tout cas. Je veux dire, dans la vie, en fait, le vrai courage, c'est quoi le vrai courage? Il n'y a de vrai courage que s'il y a certains risques. Sans ça, c'est pas du courage. C'est juste parler. Mais le vrai courage, la vraie rectitude, la vraie droiture, c'est quand vous êtes... Et je reviens à la question que vous m'aviez posée au début. Je suis rentré à la fédération aussi parce qu'il y avait un challenge. S'il n'y a pas de challenge, voilà. En fait, je vais le dire maintenant autrement. Même si mon passage à la fédération a été bref, le fait déjà qu'on ait cet entretien ici, je me dis peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça pourrait être utile. Ça pourra avoir fait progresser les choses. Voilà, et comme je suis un indécrottable optimiste, je vois plutôt ça que mon intérêt personnel en me disant zut, et c'est vrai, j'ai reçu des coups dans la presse, mais moi je sais qui je suis, les gens qui me connaissent savent qui je suis. Et puis c'est bien de préciser que vous avez reçu des coups dans la presse, mais que vous n'avez pas été inculpé de quoi que ce soit. Ah, il n'y a jamais eu de plainte. Okay. En fait, pour être tout à fait clair, lorsque j'ai démissionné, j'ai attendu cette plainte parce que cette plainte m'aurait permis de répondre dans un débat judiciaire transparent aux griefs qui étaient formulés. Il n'y a jamais eu de plainte. En fait, c'est un CEO d'une grande entreprise belge qui avait dit ça un jour. Il avait dit en matière de harcèlement, c'est celui qui tire le premier qui a raison. Et c'est vrai, quand on vous accuse de harcèlement, vous pouvez pas...
c'est la preuve d'un fait négatif. Vous ne pouvez pas apporter la preuve d'un fait négatif. C'est à l'autre à apporter la preuve. Et donc, vous devez être dans un débat judiciaire pour dire, mais apportez-moi la preuve, apportez-moi... Je n'ai jamais interrogé ces employés. Je n'ai fait que de demander des documents. Et en réalité, j'ai envie de dire, l'intimidation, elle a été faite en sens inverse. On m'a accusé des pires choses sans jamais déposer de plainte pour m'intimider. Le problème, c'est qu'on ne m'intimide pas. Quand je dis, moi, je préfère vivre debout, mais je vis debout. Alors, je ne dis pas que c'est toujours confortable, mais voilà, c'est ma manière de fonctionner. Si on fait l'issue des événements, vous êtes parti. Madame Van Damme, qui est arrivée en même temps que vous, est restée. Aujourd'hui, elle est présidente. D'ailleurs, la première femme présidente de l'Union belge. Serait-ce elle qui a fait l'évaluation de l'ex-CEO par intérim, Manu Leroy? Posez-lui la question, posez la question à Manu Leroy, posez la question aux administrateurs. Donc, vous ne pouvez pas donner de nom, mais parce que je me rends compte que ta déduction est intéressante. Hein. Elle est censée être indépendante, mais c'est vrai qu'elle est encore présente aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas... déduire cela? Moi, je ne sais pas, moi, c'est l'impression que j'ai en tout cas, mais... Posez la question au conseil d'administration, aux administrateurs, à Madame Van Damme, à Monsieur Leroy. Voilà. Ils sont les bienvenus. Donc... En tout cas, merci, Monsieur Van den Bulck, d'avoir pris le temps de retracer votre parcours à l'Union belge et de plus largement avoir expliqué à nos auditeurs et à nous comment fonctionne une fédération et l'Union belge plus particulièrement. C'était vraiment un honneur de vous avoir parmi nous et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous. C'était un plaisir d'être ici et merci pour l'invitation, vraiment. Merci à tous d'avoir aussi regardé ou écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la 90e.